La neige tombait doucement sur les pavés glacés de Paris, tandis que Sophie serrait la main de sa fille Emma contre sa poitrine tremblante. Le huissier venait de refermer la porte de leur petit appartement du 19e arrondissement et le claquement métallique de la serrure résonnait encore dans ses oreilles comme une sentence définitive. Ces quelques sacs plastiques contenant leur maigre possession gisaient éparpillés sur le trottoir mouillé, certains déjà trempés par la neige fondue. Emma, 4 ans à peine, levait vers elle ses grands yeux noisettes remplis d'incompréhension et de larmes silencieuses. « Maman, on va où maintenant ?» La question traversa le cœur de Sophie comme une lame glacée. Elle n'avait pas de réponse. Pas d'amis chez qui aller, pas de famille à qui demander refuge. Son compte bancaire affichait 13,47 € et le prochain versement de son allocation n'arriverait que dans 10 jours. 10 jours. Une éternité quand on se retrouve à la rue un 24 décembre au soir, alors que toute la ville se prépare à célébrer Noël dans la chaleur de foyer qu'elle n'avait plus. Les lumières de Noël, qui illuminaient les façades des immeubles voisins, lui semblaient maintenant se moquer de sa situation. Chaque guirlande scintillante était un rappel cruel de tout ce qu'elle ne pourrait offrir à sa fille. Sophie ramassa leurs affaires d'une main tremblante, essayant de protéger Emma du froid mordant qui s'infiltrait sous leurs vêtements trop légers. Comment en était-elle arrivée là? Il y a encore 6 mois, elle travaillait comme aide-soignante dans une maison de retraite du 15e arrondissement, gagnant modestement mais suffisamment pour payer le loyer de leur petit studio et nourrir Emma. Puis était venue cette chute dans les escaliers de l'établissement, sa jambe fracturée en 3 endroits, les 3 mois d'arrêt de travail et finalement le licenciement déguisé en rupture conventionnelle que son employeur lui avait imposé pendant sa convalescence. Les allocations chômage ne couvraient pas le loyer, les retards s'étaient accumulés, les lettres de relance s'étaient multipliées, et maintenant, elle se tenait là, dans le froid de décembre, avec pour seul toit le ciel nocturne étoilé qui s'assombrissait rapidement. Elle pensa au refuge d'urgence, mais elle savait qu'ils seraient tous pleins le soir du réveillon. Des familles entières affluaient vers ces centres pendant les fêtes, et les places étaient rares. Elle devait trouver une solution, n'importe laquelle, avant que le froid ne devienne dangereux pour Emma qui commençait déjà à claquer des dents malgré le bonnet rose qu'elle portait. Sophie regarda autour d'elle, cherchant désespérément une idée, un signe, quelque chose qui pourrait les sauver de cette nuit qui s'annonçait interminable et glaciale. Si vous êtes touché par cette histoire et que vous voulez savoir comment Sophie et sa petite Emma vont survivre à cette nuit terrible, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour soutenir cette chaîne. Votre like nous encourage à continuer à partager ces histoires qui touchent le cœur et montrent que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut surgir des endroits les plus inattendus. Alors prenez une seconde pour cliquer sur ce bouton. Installez-vous confortablement et découvrez ce qui va se passer ensuite. Croyez-moi, vous ne regretterez pas d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout, car ce qui attend Sophie en ce soir de Noël va complètement changer sa vie et celle de sa fille d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Maintenant, poursuivons ensemble ce récit qui commence dans le désespoir, mais qui va vous surprendre de la plus belle des façons. Merci infiniment pour votre soutien, et maintenant plongeons dans cette soirée qui restera gravée à jamais dans la mémoire de Sophie. Sophie décida de marcher vers le métro Stalingrad, espérant qu'au moins dans les couloirs souterrains, elle trouverait un peu de chaleur et peut-être un coin tranquille où passer la nuit sans être dérangée. Elle savait que c'était risqué, que la sécurité pouvait les déloger à tout moment, mais elle n'avait pas d'autre option immédiate. Chaque pas était une torture, non pas physiquement car sa jambe allait mieux maintenant, mais moralement. Elle avait toujours travaillé dur, toujours payé ses factures à temps avant l'accident, toujours élevé Emma du mieux qu'elle pouvait malgré l'absence du père qui les avait abandonnés avant même la naissance. Elle ne méritait pas ça. Emma ne méritait surtout pas ça. Les rues étaient presque désertes, la plupart des Parisiens étant déjà rentrés chez eux pour préparer le réveillon. Quelques passants pressés les croisaient sans vraiment les voir, trop occupés par leurs propres préoccupations festives. Sophie sentait l'humiliation brûler ses joues plus fort que le froid ne les mordait. Elle avait toujours été fière, peut-être trop fière pour demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, cette fierté lui semblait stupide, un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle devrait peut-être faire la manche, tendre la main aux passants, mendier quelques pièces pour acheter au moins un sandwich chaud et un chocolat pour Emma. Cette pensée lui retournait l'estomac, mais elle était prête à tout pour sa fille. En arrivant près du canal Saint-Martin, Sophie aperçut un banc public sous un lampadaire qui diffusait une lumière jaune pâle.
Elle décida de s'y arrêter un moment, de reprendre son souffle et de réfléchir à un plan. Emma était épuisée. Elle pouvait le voir à ses paupières lourdes qui luttaient pour rester ouvertes. Sophie s'assit et installa Emma sur ses genoux, l'enveloppant de son propre manteau, malgré le froid qui s'engouffrait maintenant sous son pull fin. Elle berça doucement sa fille en lui chantonnant une vieille berceuse que sa propre mère lui chantait autrefois, avant qu'elle ne décède d'un cancer foudroyant il y a 5 ans. Si seulement sa mère était encore là, elle aurait su quoi faire. Elle les aurait accueillis sans hésiter. Mais elle était partie, emportant avec elle le dernier filet de sécurité familiale que Sophie possédait. Son père était mort quand elle avait 8 ans, elle n'avait pas de frères et sœurs, et les quelques amis qu'elle avait eus s'étaient éloignés au fil des années, chacun absorbé par sa propre vie et ses propres problèmes. Emma commença à s'endormir contre elle, sa respiration devenant plus régulière et profonde. Sophie regarda le visage paisible de sa fille et sentit les larmes monter. Comment avait-elle pu laisser les choses en arriver là? Comment avait-elle pu échouer à ce point à protéger son enfant? C'est à ce moment précis qu'une voiture noire aux lignes élégantes s'arrêta le long du trottoir, à quelques mètres du banc. Sophie releva la tête, inquiète. La portière arrière s'ouvrit et un homme en sortit, grand, la quarantaine, vêtu d'un long manteau de cachemire noir qui avait probablement coûté plus que tout ce que Sophie avait possédé dans sa vie. Il parlait au téléphone, sa voix autoritaire mais contrôlée résonnant dans l'air froid. « Non, Michel, je vous l'ai dit. La fusion doit être finalisée avant le 31 décembre. Je ne veux aucun retard, aucune excuse. Trouvez une solution ou trouvez-vous un autre emploi. » Il raccrocha brusquement et se passa la main dans les cheveux d'un geste las. C'est alors qu'il remarqua Sophie et Emma sur le banc. Leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde, et Sophie vit quelque chose passer dans ses yeux, quelque chose qu'elle ne put identifier immédiatement. De la surprise, de la pitié, du dégoût, elle détourna rapidement le regard, serrant Emma plus fort contre elle, comme si elle pouvait les rendre invisibles par la seule force de sa volonté. L'homme fit quelques pas vers sa voiture, puis s'arrêta. Il se retourna et revint vers elle, son expression difficile à déchiffrer dans la pénombre. « Excusez-moi, madame », dit-il d'une voix grave qui contrastait avec le ton cassant qu'il avait utilisé au téléphone quelques secondes plus tôt. « Vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?» Sophie releva les yeux vers lui, surprise par la question. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Que pouvait-elle dire? Non, elle n'allait pas bien. Oui, elle avait désespérément besoin d'aide. Mais comment demander l'aumône à un parfait inconnu, surtout à quelqu'un qui semblait appartenir à un monde si éloigné du sien? Nous, bégaya-t-elle finalement, sa voix se brisant. Nous avons juste besoin de nous reposer un moment. L'homme fronça les sourcils, ses yeux balayant la scène devant lui, les sacs plastiques mouillés aux pieds de Sophie, les vêtements insuffisants pour le froid de décembre, le visage endormi et pâle d'Emma. « Il fait moins 3 degrés ce soir, » dit-il calmement. « Ce n'est pas un endroit pour une enfant. » Sophie sentit la colère monter en elle, une colère défensive et désespérée. « Vous croyez que je ne le sais pas ?» répliqua-t-elle d'une voix tremblante. « Vous pensez que j'ai choisi d'être ici? Que j'ai voulu que ma fille passe le réveillon de Noël sur un banc public ?» L'homme ne recula pas devant son éclat. Au contraire, son expression s'adoucit légèrement. « Je ne pense rien de tel, » répondit-il posément. « Je constate simplement que vous avez besoin d'aide et que je suis en position d'en offrir. » Il sortit son portefeuille de sa poche intérieure. Sophie sentit son estomac se nouer. Allait-il lui donner de l'argent comme on donne à une mendiante? L'humiliation menaçait de l'étouffer, mais la vue d'Emma endormie et tremblant légèrement dans ses bras étouffa sa fierté. Elle était prête à tout accepter si cela pouvait aider sa fille. Mais l'homme ne sortit pas d'argent. Au lieu de cela, il sortit une carte de visite blanche et élégante. « Je m'appelle Alexandre Moreau », dit-il en lui tendant la carte. « Je possède plusieurs propriétés dans Paris, dont un immeuble rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement. Il y a un appartement vacant au 2e étage. Vous pourriez y passer la nuit, au moins jusqu'à ce que vous trouviez une solution plus permanente. » Sophie fixa la carte sans la prendre, incrédule. « Pourquoi vous feriez ça ?» demanda-t-elle, la méfiance perçant dans sa voix. « Vous ne me connaissez même pas. Qu'est-ce que vous attendez en retour ?» Alexandre Moreau la regarda intensément. Et pour la première fois, Sophie vit quelque chose de vulnérable dans son expression. « Il y a 3 ans, commença-t-il lentement, ma sœur cadette, Céline, s'est retrouvée dans une situation similaire à la vôtre. Mari violent dont elle a fui, 2 enfants en bas âge, aucune ressource.
Elle a passé 2 nuits dehors avant que je ne découvre ce qui lui arrivait. Elle n'avait pas voulu me demander de l'aide, trop fière, trop honteuse. Quand je l'ai finalement trouvée, son fils aîné avait développé une pneumonie. Il a passé 3 semaines à l'hôpital. Depuis, je ne peux pas voir une mère seule avec un enfant dans le froid sans penser à Céline et à mon neveu. Il marqua une pause, ses mâchoires serrées par l'émotion. Je ne vous connais pas, c'est vrai, et je n'attends rien en retour. Mais si je peux empêcher une autre enfant de tomber malade par négligence de ma part, alors je le ferai. L'appartement est vide, chauffé et complètement gratuit pour cette nuit. Après, vous déciderez ce que vous voulez faire. Sophie sentit les larmes couler librement sur ses joues maintenant. Elle prit la carte d'une main tremblante. « Merci », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Merci infiniment, monsieur Moreau. » Alexandre fit un geste vers sa voiture. « Mon chauffeur peut vous y conduire. L'adresse est sur la carte. Il y a aussi mon numéro de portable si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Sophie hésita encore un moment, toute son éducation lui criant de se méfier des inconnus trop généreux, mais la réalité de sa situation l'emporta sur ses doutes. Elle rassembla leurs affaires tant bien que mal et suivit Alexandre jusqu'à la voiture. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années au visage bienveillant, descendit pour l'aider avec les sacs. Alexandre ouvrit la portière arrière et Sophie installa Emma délicatement sur la banquette en cuir somptueux. La petite fille ne se réveilla même pas, épuisée par les émotions de la journée. Sophie s'assit à côté d'elle, encore sous le choc de ce retournement de situation inattendu. Alexandre ne monta pas dans la voiture. « Patrick vous conduira à l'appartement », dit-il en se penchant vers la portière ouverte. « Les clés sont dans une boîte à code à côté de la porte d'entrée. Le code est 2408. Il y a de la nourriture dans le réfrigérateur. Le concierge s'assure que l'appartement reste approvisionné. Prenez ce dont vous avez besoin. » Sophie voulut dire quelque chose, remercier à nouveau cet homme qui venait de les sauver d'une nuit cauchemardesque, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Alexandre sembla comprendre. Il lui adressa un léger sourire et referma doucement la portière. La voiture démarra en douceur et Sophie regarda par la vitre arrière Alexandre Moreau qui restait debout sur le trottoir, les mains dans les poches de son manteau, regardant la voiture s'éloigner. Puis il se retourna et marcha vers le canal, seul, sa silhouette disparaissant progressivement dans la nuit. Sophie se demanda quelle sorte d'homme offrait un appartement à une parfaite inconnue un soir de réveillon. Était-il vraiment aussi altruiste qu'il le prétendait, ou y avait-il quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore? Le trajet jusqu'à la rue de la Roquette ne prit qu'une quinzaine de minutes. Paris défilait devant les vitres teintées, illuminées par les décorations de Noël qui ornaient chaque rue, chaque boutique. Des familles rentraient chez elles chargées de paquets cadeaux. Des couples marchaient main dans la main, insouciants et heureux. Sophie se sentit comme une extraterrestre observant un monde auquel elle n'appartenait plus. Patrick, le chauffeur, se gara devant un immeuble haussmannien magnifiquement entretenu, avec une façade en pierre de taille et des balcons en fer forgé ouvragé. « Nous y sommes, madame », dit-il gentiment. « L'appartement est au 2e étage, porte de gauche. » Et il descendit et aida Sophie à sortir Emma de la voiture, puis porta leur sac jusqu'à l'entrée de l'immeuble. « Bonne chance, madame », dit-il avant de repartir. « Et joyeux Noël ». Sophie se retrouva seule devant l'imposante porte cochère de l'immeuble. Elle trouva la boîte à code à côté de l'interphone, composa le 2408 et entendit un déclic. Elle poussa la lourde porte et pénétra dans un hall d'entrée somptueux avec un sol en marbre et un grand escalier de bois verni qui montait en spirale. Elle grimpa les marches lentement, Emma toujours endormie dans ses bras, s'arrêtant à chaque palier pour reprendre son souffle. Au 2e étage, elle trouva la porte de gauche. Une petite plaque dorée indiquait simplement 2G. Elle posa Emma doucement sur le palier, appuyée contre le mur, et ouvrit la porte avec appréhension. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. L'appartement était magnifique. Un grand salon avec des moulures au plafond, un parquet en chêne ciré, des meubles modernes mais élégants, de grandes fenêtres donnant sur la rue illuminée. À gauche, une cuisine américaine tout équipée en marbre et inox. À droite, un couloir menant probablement aux chambres. Sophie entra lentement, portant leur maigre sac qui semblait pathétique dans ce cadre luxueux. Elle déposa Emma sur le grand canapé gris du salon, la couvrit avec un plaid en laine qui était soigneusement plié sur l'accoudoir, puis elle explora les lieux. Il y avait 2 chambres, chacune avec un lit king-size parfaitement fait, avec des draps blancs immaculés, une salle de bain moderne avec une grande baignoire et une douche à l'italienne,
Des serviettes moelleuses étaient empilées sur une étagère en bambou. Sophie retourna dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Alexandre n'avait pas menti. Il était plein de victuailles, des fruits frais, des légumes, du fromage, de la charcuterie, du lait, des œufs et même une bouteille de champagne. Dans les placards, elle trouva des pâtes, du riz, des conserves et toutes sortes de provisions. C'était surréaliste. Il y a 1 heure, elle était à la rue avec 13 € en poche. Maintenant, elle se tenait dans un appartement qui devait valoir au moins 1 million d'euros, avec de la nourriture à volonté et un lit confortable qui l'attendait. Sophie retourna au salon où Emma dormait toujours profondément. Elle s'assit à côté de sa fille et la regarda, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, mais aussi de tristesse pour tout ce qu'elles avaient traversé pour en arriver là. Elle pensa à Alexandre Moreau, à son geste incroyable de générosité. Qui était vraiment cet homme? Elle sortit la carte de visite de sa poche et l'examina à la lumière de la lampe du salon. Alexandre Moreau, PDG Groupe Moreau Investissement, lisait-on en lettres sobres et élégantes. En dessous, une adresse dans le 8e arrondissement et un numéro de téléphone. Sophie n'avait jamais entendu parler du groupe Moreau, mais le titre de PDG et l'adresse prestigieuse suggéraient qu'Alexandre était quelqu'un d'important dans le monde des affaires. Pourquoi un homme aussi manifestement riche et occupé avait-il pris le temps de s'arrêter pour aider une inconnue? La plupart des gens l'auraient ignoré, pressés de rentrer chez eux pour leur propre célébration. Mais lui s'était arrêté, avait écouté, et avait offert bien plus qu'un simple billet de 20 € glissé avec gêne dans sa main. Il leur avait offert un refuge, un vrai toit au-dessus de leur tête, ne serait-ce que pour une nuit. Sophie décida qu'elle devrait le remercier correctement dès le lendemain. Elle lui rendrait les clés et chercherait une solution permanente. Elle ne pouvait pas profiter indéfiniment de sa gentillesse. Mais ce soir, juste pour cette nuit de Noël, elle accepterait ce cadeau inespéré. Sophie se leva et alla dans la salle de bain. Elle se regarda dans le grand miroir au-dessus du lavabo et ne reconnut presque pas la femme qui lui faisait face. Ses cheveux châtains étaient emmêlés et mouillés par la neige fondue, son visage était pâle et creusé par la fatigue et le stress, ses yeux rouges et gonflés par les larmes. Elle ressemblait à un fantôme, à une version décharnée d'elle-même. Elle se déshabilla et entra dans la douche, réglant l'eau aussi chaude qu'elle pouvait la supporter. L'eau brûlante coula sur son corps gelé et elle sentit peu à peu ses muscles se détendre. La tension accumulée des derniers mois se dissipait partiellement dans la vapeur. Elle resta sous le jet pendant ce qui sembla être une éternité, pleurant silencieusement toutes les larmes qu'elle avait retenues, toute la peur et l'humiliation et le désespoir qui l'avaient submergée. Quand elle sortit enfin, enveloppée dans une serviette douce et épaisse, elle se sentait un peu plus humaine, un peu moins perdue. Elle enfila un peignoir blanc qu'elle trouva accroché derrière la porte, puis retourna au salon. Emma dormait toujours paisiblement. Sophie la porta doucement jusqu'à l'une des chambres, la déshabilla délicatement et l'installa dans le grand lit, l'abordant avec soin. Elle embrassa son front et murmura « Joyeux Noël, mon ange ». Puis Sophie retourna dans le salon et s'effondra sur le canapé, épuisée mais incapable de dormir. Son esprit bouillonnait de questions et d'émotions contradictoires. Elle pensa à la série d'événements qui l'avaient menée ici, depuis son accident au travail jusqu'au despejo aujourd'hui. Chaque mauvaise décision, chaque coup du sort malchanceux. Mais aussi ce moment inattendu de grâce, cette rencontre avec Alexandre Moreau qui avait tout changé. Elle se demanda si elle croyait au destin, si cette rencontre avait un sens plus profond. Peut-être que le destin n'existait pas, peut-être que c'était simplement un homme bon qui avait fait un geste bon au bon moment. De toute façon, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était qu'Emma était au chaud et en sécurité ce soir. Le reste, elle s'en soucierait demain. Sophie se leva et alla à la fenêtre. Dehors, la neige avait cessé de tomber et le ciel s'était éclairci, révélant quelques étoiles qui scintillaient faiblement entre les lumières de la ville. Quelque part dans Paris, des familles riaient et s'embrassaient, ouvraient des cadeaux et trinquaient au champagne. Sophie n'avait rien de tout cela, mais elle avait Emma. Elle avait un toit cette nuit, et elle avait rencontré quelqu'un qui lui avait rappelé que la bonté existait encore dans ce monde. C'était plus que ce qu'elle avait osé espérer quelques heures plus tôt. Elle pensa à appeler Alexandre pour le remercier, mais il était tard, presque minuit maintenant. Elle attendrait le lendemain matin. Sophie alla dans la cuisine et se prépara une tisane chaude qu'elle trouva dans un placard. Elle s'assit à la petite table de cuisine, enveloppée dans le peignoir moelleux, sirotant lentement la boisson réconfortante.
Ses pensées dérivèrent vers l'avenir. Que ferait-elle après cette nuit? Elle ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Ce serait abuser de la générosité d'Alexandre. Elle devrait trouver un foyer d'accueil, peut-être un centre d'hébergement pour femmes en difficulté. Elle devrait aussi reprendre sa recherche d'emploi, malgré sa jambe qui la faisait encore souffrir par moments. Peut-être pourrait-elle trouver un travail moins physique, quelque chose qui lui permettrait de s'occuper d'Emma en même temps. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, chaque solution potentielle semblant présenter autant de problèmes que de promesses. Mais elle était fatiguée de penser, fatiguée de s'inquiéter. Pour ce soir, elle allait simplement se reposer et profiter de ce moment de répit inattendu. Demain serait un autre jour, avec ses propres défis et ses propres miracles peut-être. Sophie finit sa tisane, éteignit les lumières et alla dans la deuxième chambre. Elle se glissa sous les draps frais et doux, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit en sécurité. Elle ferma les yeux et laissa le sommeil l'emporter. Un sommeil profond et sans rêve, le sommeil de quelqu'un qui a survécu au pire et qui ose espérer que demain sera meilleur. Le lendemain matin, Sophie fut réveillée par des rayons de soleil qui filtraient à travers les rideaux. Elle mit quelques secondes à réaliser où elle se trouvait. Puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Elle se leva rapidement et alla vérifier Emma, qui dormait toujours paisiblement dans l'autre chambre, son petit visage détendu et serein. Sophie sourit malgré elle. Au moins, Emma avait passé une bonne nuit. Elle retourna dans la cuisine et se prépara un café avec la machine à expresso dernier cri qu'elle trouva sur le comptoir. Le café était fort et délicieux, exactement ce dont elle avait besoin pour commencer cette journée étrange. Alors qu'elle sirotait sa tasse debout près de la fenêtre, observant la rue animée en contrebas où les Parisiens commençaient leur journée de Noël, son téléphone portable vibra dans sa poche. Elle le sortit, surprise. Qui pourrait l'appeler à cette heure? Elle ne reconnut pas le numéro. « Allô ?» répondit-elle prudemment. « Bonjour Sophie, c'est Alexandre Moreau. » Sa voix grave et posée était immédiatement reconnaissable. « J'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais simplement m'assurer que vous avez passé une bonne nuit et que tout va bien. » Sophie sentit son cœur battre plus vite. « Monsieur Moreau, oui, tout va bien. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit-il. « J'ai simplement fait ce qui me semblait juste. Écoutez, j'aimerais vous proposer quelque chose, si vous êtes d'accord. » Qu'est-ce qu'Alexandre allait proposer à Sophie? Était-ce simplement de la gentillesse ou y avait-il autre chose derrière son offre? Et comment cette rencontre improbable allait-elle changer la vie de Sophie et Emma? Sophie serra le téléphone contre son oreille, son cœur battant à tout rompre. « Je vous écoute, » dit-elle doucement, ne sachant pas à quoi s'attendre. Il y eut un bref silence au bout de la ligne. Puis Alexandre reprit. « J'ai réfléchi cette nuit à votre situation. Je sais que vous venez d'être expulsé et que vous n'avez nulle part où aller. L'appartement où vous êtes actuellement m'appartient, comme je vous l'ai dit, et il est vacant depuis plusieurs mois. Je ne compte pas le vendre ou le louer dans l'immédiat. Vous pourriez y rester aussi longtemps que nécessaire, le temps de vous remettre sur pied. » Sophie faillit lâcher son téléphone. « Monsieur Moreau, je ne peux pas accepter ça. C'est beaucoup trop généreux. Je ne peux pas vous payer de loyer, je n'ai pratiquement rien en ce moment. »« Je ne vous demande pas de loyer, » répondit Alexandre calmement. « Considérez cela comme un arrangement temporaire, un coup de main entre êtres humains. Vous avez besoin d'un endroit stable pour votre fille et pour vous remettre sur pied, et j'ai cet appartement vide qui ne sert à rien. Cela me semble être une solution logique. » Sophie sentit les larmes monter à nouveau. « Mais pourquoi feriez-vous tout ça pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas ?» Alexandre soupira légèrement. « Parce que je sais ce que c'est de se sentir impuissant face à la souffrance de quelqu'un qu'on aime. Avec ma sœur Céline, j'ai appris que parfois un simple geste au bon moment peut changer complètement le cours d'une vie. Je ne pouvais pas aider Céline quand elle en avait le plus besoin, parce que je ne savais pas ce qu'elle traversait. Mais je peux vous aider, vous, et à travers vous, peut-être me racheter un peu de ne pas avoir été là pour elle. » Sa voix s'était chargée d'émotion, révélant une vulnérabilité que Sophie n'avait pas perçue la veille. « Votre sœur, elle va bien maintenant ?» demanda Sophie doucement. « Elle va mieux, » répondit Alexandre. « Elle travaille dans l'une de mes entreprises. Elle a un appartement sûr, ses enfants vont bien. Mais les cicatrices de cette période restent. Mon neveu, Julien, celui qui a fait la pneumonie, a développé une peur panique du froid. Chaque hiver, il fait des cauchemars. Céline porte une culpabilité énorme pour avoir mis ses enfants dans cette situation, même si ce n'était pas sa faute.
Le trauma ne disparaît pas complètement, il s'estompe simplement avec le temps. Sophie comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Elle savait qu'Emma, même si elle était jeune, se souviendrait de cette nuit, de la peur et de l'incertitude. C'était précisément pour éviter que ces souvenirs ne deviennent traumatisants qu'elle devait accepter l'aide d'Alexandre, aussi difficile que ce soit pour son orgueil. « D'accord », dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'accepte votre offre, mais seulement temporairement. Je vais chercher du travail immédiatement, et dès que je pourrai me permettre mon propre logement, je partirai. Je ne veux pas profiter de votre bonté. »« C'est entendu », répondit Alexandre, et Sophie pouvait presque l'entendre sourire au bout du fil. « Prenez le temps dont vous avez besoin. Maintenant, j'ai une autre proposition si vous êtes intéressé. Mon entreprise cherche quelqu'un pour gérer l'accueil et l'administration de notre bureau principal. Ce n'est pas un travail physique, principalement de la gestion d'agenda, de l'accueil des clients, de l'organisation de réunions. Les horaires sont flexibles, de 9h à 17h, ce qui vous permettrait de déposer et récupérer votre fille à l'école. Si vous êtes intéressé, je peux vous organiser un entretien avec ma directrice des ressources humaines. » Sophie était sans voix. Non seulement Alexandre lui offrait un toit, mais maintenant il lui proposait également un emploi. C'était trop beau pour être vrai. Il devait y avoir un piège quelque part, une attente cachée qu'il n'avait pas encore révélée. « Monsieur Moreau, » commença-t-elle prudemment, « je vous suis infiniment reconnaissante, mais je dois être honnête avec vous. Pourquoi faites-vous tout cela? Si c'est parce que vous attendez quelque chose de moi en retour, quelque chose de personnel, je préfère que vous me le disiez maintenant. » Il y eut un silence glacial au bout de la ligne, puis Alexandre répondit d'une voix ferme mais non offensée. « Je comprends pourquoi vous posez cette question et je respecte votre franchise. Mais non, Sophie, je n'attends absolument rien de personnel de vous. Je suis un homme d'affaires, pas un prédateur. L'offre d'emploi est légitime. Vous passerez par le processus normal d'entretien et d'embauche. Si ma directrice RH estime que vous n'êtes pas qualifié, elle ne vous embauchera pas, quelles que soient mes recommandations. Quant à l'appartement, c'est un geste humanitaire, rien de plus. Si à un moment vous vous sentez mal à l'aise ou si vous pensez que je dépasse des limites, vous êtes libre de partir sans aucune conséquence. Est-ce clair? » Sophie se sentit légèrement honteuse d'avoir douté de lui, mais en même temps soulagée d'avoir posé la question. « Oui, c'est clair. Je suis désolé, je devais simplement m'en assurer. Dans ma situation, on devient méfiante. C'est tout à fait compréhensible, » répondit Alexandre avec douceur. « Maintenant, acceptez-vous cette proposition d'entretien ?» Sophie réfléchit rapidement. Elle avait travaillé comme aide-soignante, mais avant cela, elle avait occupé plusieurs postes administratifs, notamment comme secrétaire dans une petite entreprise et comme réceptionniste dans un cabinet médical. Elle avait les compétences de base pour ce type de poste, et les horaires permettraient effectivement de s'occuper d'Emma. « Oui, » dit-elle finalement, « j'accepte l'entretien. Merci, Monsieur Moreau. Excellent. Je vais demander à Madame Dubois, notre DRH, de vous contacter dans les prochains jours pour fixer un rendez-vous. En attendant, profitez de l'appartement, faites-vous chez vous. Il y a une école maternelle excellente à 2 rues de là, l'école du Marais. Vous pourriez y inscrire Emma si vous le souhaitez. Je peux vous mettre en contact avec la directrice, c'est une amie de ma sœur. » Sophie nota mentalement toutes ces informations, encore abasourdie par la rapidité avec laquelle sa vie semblait se transformer. « Merci infiniment, Monsieur Moreau. Je ne sais vraiment pas quoi dire. »« Ne dites rien, » répondit-il. « Concentrez-vous simplement sur la reconstruction de votre vie. Et s'il vous plaît, appelez-moi Alexandre. Monsieur Moreau me fait me sentir vieux. » Sophie rit doucement, la première vraie rire depuis des semaines. « D'accord, Alexandre, et merci encore. Joyeux Noël, Sophie, » dit-il avant de raccrocher. Sophie resta là, debout dans la cuisine ensoleillée, son téléphone toujours à la main, essayant d'absorber tout ce qui venait de se passer. En l'espace de 12 heures, sa vie était passée de la catastrophe absolue à quelque chose qui ressemblait presque à l'espoir. Emma émergea de la chambre quelques minutes plus tard, frottant ses yeux ensommeillés. « Maman, où on est ?» Sophie s'accroupit et ouvrit ses bras. Emma courut vers elle et se blottit contre sa poitrine. « Nous sommes dans notre nouveau chez nous pour un moment, ma chérie. Un monsieur très gentil nous a prêté cet appartement. » Emma leva ses grands yeux vers sa mère. « C'est joli ici. C'est plus grand que notre autre maison. » Sophie sourit tristement. Leur précédent studio était minuscule. Une seule pièce qui servait de chambre, salon et cuisine, avec une minuscule salle de bain. Cet appartement devait lui sembler un palais. « Oui, c'est plus grand.
Tu as faim? Je vais te préparer un bon petit déjeuner. Sophie installa Emma à la table de cuisine et lui prépara des œufs brouillés, des tartines avec du beurre et de la confiture et un grand verre de jus d'orange. Emma mangea avec appétit, balançant ses petites jambes qui ne touchaient pas encore le sol. Sophie la regardait, le cœur gonflé d'amour et de soulagement. Au moins, pour l'instant, Emma ne manquerait de rien. Après le petit déjeuner, Sophie décida d'explorer le quartier avec Emma. Elle l'habilla chaudement avec les vêtements qu'elle avait pu sauver lors de l'expulsion et elles sortirent dans les rues du 11e arrondissement. C'était une belle journée d'hiver, froide mais ensoleillée. Les rues étaient relativement calmes, la plupart des gens étant encore chez eux pour profiter du jour de Noël en famille. Sophie repéra l'école du Marais qu'Alexandre avait mentionné. C'était un joli bâtiment en briques rouges avec une cour de récréation colorée visible depuis la rue. Elle imagina Emma jouant là avec d'autres enfants, riant et insouciante. C'était exactement ce qu'elle voulait pour sa fille, une vie normale d'enfant. Elles marchèrent jusqu'à la place de la République, admirant les décorations de Noël qui ornaient encore les arbres et les lampadaires. Emma était émerveillée par tout, montrant du doigt chaque lumière scintillante, chaque vitrine décorée. Pour elle, l'aventure de la veille semblait déjà s'estomper, remplacée par l'excitation de ce nouveau quartier à découvrir. Sophie se promit de tout faire pour que ce sentiment de sécurité perdure. Elle ne laisserait plus jamais Emma se retrouver dans une situation aussi précaire. Elles s'arrêtèrent dans une petite boulangerie ouverte malgré le jour férié. Sophie utilisa quelques-uns de ses précieux euros pour acheter une brioche aux pépites de chocolat qu'Emma adorait. Elles la partagèrent sur un banc, regardant les pigeons picorer des miettes autour d'elle. « Maman, dit Emma soudainement, c'est Noël aujourd'hui, non ?» Sophie sentit son cœur se serrer. Elle n'avait pas de cadeau pour Emma, rien à mettre sous un arbre de Noël qu'elle n'avait de toute façon pas. « Oui, ma chérie, c'est Noël. » Emma réfléchit un moment, mâchonnant sa brioche. « J'ai eu le plus beau cadeau alors, un nouveau chez nous et maman avec moi. C'est tout ce que je voulais. » Sophie sentit les larmes monter. Comment sa petite fille pouvait-elle être si sage, si compréhensive, à seulement 4 ans? Elle la serra fort contre elle. « Je t'aime tellement, Emma, plus que tout au monde. »« Moi aussi je t'aime, maman, » répondit Emma simplement, avant de retourner à sa brioche. Elles rentrèrent à l'appartement en fin d'après-midi. Sophie prépara un dîner simple avec ce qu'elle trouva dans le réfrigérateur, des pâtes avec une sauce tomate maison. Elles mangèrent ensemble en regardant un dessin animé sur la télévision grand écran du salon. C'était une soirée simple, ordinaire, exactement le genre de soirée que Sophie avait cru ne plus jamais pouvoir offrir à sa fille. Après avoir couché Emma, Sophie s'assit dans le salon avec une tasse de thé et réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle pensa à Alexandre Moreau, cet homme mystérieux qui était entré dans sa vie au moment le plus sombre et l'avait sauvée sans rien demander en retour. Elle se demanda quel genre d'homme il était vraiment, au-delà de la surface du businessman fortuné. Qu'est-ce qui l'avait poussé à s'arrêter cette nuit-là? Beaucoup d'autres l'auraient ignoré. Était-ce vraiment juste l'histoire de sa sœur, ou y avait-il quelque chose de plus? Sophie réalisa qu'elle voulait en savoir plus sur lui, comprendre qui était vraiment l'homme derrière ce geste extraordinaire. Le lendemain matin, son téléphone sonna à nouveau. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô? Bonjour, Madame Lavigne? Ici, Madame Dubois, directrice des ressources humaines du groupe Moreau Investissement. Monsieur Moreau m'a parlé de vous. Seriez-vous disponible pour un entretien demain matin à 10 heures? » Sophie fut surprise de la rapidité. « Oui, absolument. Où dois-je me présenter ?» Madame Dubois lui donna l'adresse du siège social de l'entreprise, dans le 8e arrondissement. « Apportez votre CV et une pièce d'identité. L'entretien durera environ 1 heure. »« Parfait, j'y serai. Merci beaucoup, Madame Dubois. » Après avoir raccroché, Sophie réalisa qu'elle avait un problème. Elle n'avait pas de tenue appropriée pour un entretien d'embauche dans une entreprise prestigieuse. Tous ses vêtements étaient soit trop usés, soit trop décontractés. Elle regarda dans ses sacs et trouva son meilleur pantalon noir et un chemisier blanc simple. Ce n'était pas idéal, mais ce serait suffisant. Elle passerait le reste de la journée à préparer son entretien, à réviser ses compétences administratives et à se préparer mentalement. Elle ne pouvait pas se permettre de rater cette chance. Le lendemain matin, Sophie laissa Emma avec une voisine âgée et gentille qu'elle avait rencontrée dans l'escalier la veille et qui avait proposé de garder la petite fille. Elle prit le métro jusqu'au 8e arrondissement, nerveuse mais déterminée. Le siège du groupe Moreau Investissement était un immeuble moderne de verre et d'acier, imposant et élégant. Sophie se présenta à la réception,
où une jeune femme impeccablement habillée lui indiqua de prendre l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Madame Dubois était une femme d'une 50aine d'années, sévère mais pas antipathique. Elle fit passer à Sophie un entretien professionnel et rigoureux, testant ses compétences informatiques, sa capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et son expérience en service client. Sophie répondit du mieux qu'elle put, honnête sur ses forces et ses faiblesses. À la fin de l'entretien, Madame Dubois se pencha en arrière dans sa chaise et l'observa attentivement. « Monsieur Moreau m'a expliqué votre situation, Madame Lavigne. Je veux être clair avec vous. Je n'embauche pas les gens par pitié. Si je vous offre ce poste, c'est parce que je pense que vous avez les compétences nécessaires et que vous serez un atout pour cette entreprise. Est-ce que c'est clair ?» Sophie hocha vigoureusement la tête. « Absolument, Madame Dubois. Je ne veux pas de favoritisme. Je veux mériter ma place ici. » Madame Dubois sourit légèrement. « Bien. Dans ce cas, bienvenue au groupe Moreau Investissement. Vous commencez lundi prochain. Présentez-vous à 8h30 pour votre formation. » Sophie sentit une vague de soulagement et de joie la submerger. « Merci, Madame Dubois. Je ne vous décevrai pas. » En quittant l'immeuble, Sophie ne put s'empêcher de sourire. Elle avait un emploi. Un vrai emploi avec un vrai salaire et des horaires qui lui permettraient de s'occuper d'Emma. C'était comme un rêve devenu réalité. Elle décida d'envoyer un message à Alexandre pour le remercier. Elle composa son numéro et écrivit « Monsieur Moreau, je voulais vous remercier. J'ai eu l'entretien ce matin et Madame Dubois m'a embauché. Je commence lundi. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci du fond du cœur. Sophie. » La réponse arriva quelques minutes plus tard. « Félicitations, Sophie. Mais c'est vous qui avez décroché ce poste par vos propres mérites. Madame Dubois n'embauche jamais quelqu'un qui ne le mérite pas. Je suis simplement content d'avoir pu vous donner l'opportunité. Bon courage pour lundi. Alexandre. » Sophie relut le message plusieurs fois, touchée par ses paroles. Il avait raison, elle avait décroché ce poste elle-même. C'était important pour son estime de soi de le reconnaître. Elle n'était pas une victime passive qui acceptait la charité. Elle était une femme qui s'était battue, qui avait survécu et qui maintenant reconstruisait sa vie. Alexandre n'avait fait qu'ouvrir des portes, mais c'était elle qui avait choisi de les franchir. Les jours suivants passèrent rapidement. Sophie inscrivit Emma à l'école du Marais, où la directrice, effectivement amie de la sœur d'Alexandre, l'accueillit chaleureusement. Emma sembla s'adapter immédiatement, excitée par ses nouveaux camarades de classe et sa gentille maîtresse. Sophie utilisa le peu d'argent qu'il lui restait pour acheter quelques vêtements professionnels dans une friperie du quartier. Elle trouva 2 pantalons, 3 chemisiers et une veste de tailleur pour 20 € en tout. Ce n'était pas de la haute couture, mais c'était propre, présentable et c'était à elle. Le lundi matin arriva rapidement. Sophie déposa Emma à l'école à 8h, l'embrassa tendrement et prit le métro vers son nouveau travail. Elle arriva avec 15 minutes d'avance, comme elle l'avait toujours fait dans ses précédents emplois. Madame Dubois l'accueillit et lui fit visiter les bureaux. Le groupe Moreau Investissement gérait plusieurs fonds d'investissement dans l'immobilier, les technologies et les énergies renouvelables. L'équipe comptait une 50aine de personnes, toutes professionnelles et occupées. Sophie fut installée à un bureau élégant dans le hall d'accueil principal, avec un ordinateur dernier cri et plusieurs téléphones. Sa tâche était d'accueillir les visiteurs, de gérer l'agenda des réunions de salle de conférence, de filtrer les appels et d'assister l'équipe administrative avec diverses tâches. C'était exactement le genre de travail qu'elle aimait, organisé et varié. Les premiers jours furent intenses. Sophie dut apprendre les noms de tous les employés, comprendre l'organisation de l'entreprise, maîtriser les différents systèmes informatiques. Mais elle était motivée et apprenait vite. Ses collègues étaient gentils et patients avec elle, la guidant lorsqu'elle avait des questions. Elle ne voyait pas beaucoup Alexandre. Son bureau était au 7e étage et il était souvent en réunion ou en déplacement. Parfois, elle l'apercevait traversant rapidement le hall, toujours au téléphone, toujours pressé. Il lui adressait un bref signe de tête lorsque leurs regards se croisaient, mais ils n'avaient pas vraiment l'occasion de parler. Sophie était soulagée d'une certaine manière. Elle ne voulait pas que les autres employés pensent qu'elle avait obtenu son poste grâce à une relation spéciale avec le patron. Elle voulait prouver sa valeur par son travail. À la fin de sa première semaine, Madame Dubois vint la voir. « Sophie, je voulais vous dire que vous faites un excellent travail. Plusieurs collègues m'ont fait des retours très positifs sur votre professionnalisme et votre efficacité. Continuez comme ça.
Sophie sentit une bouffée de fierté. « Merci beaucoup, Madame Dubois. J'apprécie vraiment cette opportunité. » Le week-end, Sophie et Emma établirent une nouvelle routine. Le samedi matin, elles allaient au marché de Bastille acheter des fruits et légumes frais. L'après-midi, elles exploraient Paris, visitant des parcs et des musées gratuits. Le dimanche, Sophie faisait le ménage de l'appartement et préparait les repas de la semaine suivante. C'était une vie simple, mais stable et heureuse. Emma s'épanouissait. Elle se faisait des amis à l'école, parlait sans arrêt de sa maîtresse qu'elle adorait, et ne mentionnait presque plus leur ancienne vie précaire. Sophie était reconnaissante de la résilience des enfants, de leur capacité à aller de l'avant et à trouver la joie dans le moment présent. Un vendredi soir, environ 3 semaines après avoir commencé son nouveau travail, Sophie s'apprêtait à partir quand Alexandre sortit de l'ascenseur. Il sembla surpris de la voir encore là. « Sophie, vous travaillez tard ?»« Non, je m'apprête justement à partir. Je devais juste finir quelques dossiers. » Il hocha la tête, puis sembla hésiter. « Comment allez-vous? Comment va Emma ?» C'était la première vraie conversation qu'ils avaient depuis le soir de Noël. Sophie sourit. « Nous allons bien, très bien même. Emma adore son école, et moi j'aime beaucoup mon travail ici. Je ne vous ai pas vraiment eu l'occasion de vous remercier correctement depuis que j'ai commencé. » Alexandre fit un geste de la main. « Ce n'est pas nécessaire. Je suis content que tout se passe bien pour vous. » Il y eut un moment de silence légèrement inconfortable. Sophie sentait qu'il voulait dire quelque chose d'autre, mais il semblait retenu. « Écoutez, dit-il finalement, je sais que cela peut sembler étrange, mais j'aimerais vous inviter à dîner, vous et Emma. Pas un rendez-vous romantique, s'empressa-t-il d'ajouter en voyant l'expression de Sophie. Juste un dîner entre amis, je suppose. Ma sœur Céline et ses enfants seront là aussi. Elle aimerait vous rencontrer. J'ai mentionné votre situation, et elle s'est sentie très concernée. Elle pense que vous pourriez vous soutenir mutuellement, partager vos expériences. » Sophie fut touchée par la proposition. « J'aimerais beaucoup rencontrer votre sœur, et je suis sûre qu'Emma adorerait jouer avec d'autres enfants. Quand aviez-vous pensé? Dimanche prochain, si vous êtes libre, chez moi à 19h. Je vous enverrai l'adresse. » Ce serait parfait. Merci Alexandre. Il sourit, un vrai sourire chaleureux qui transforma complètement son visage habituellement sérieux. Alors à dimanche, Sophie. Quand Sophie rentra à l'appartement ce soir-là, elle se sentait étrangement excitée par l'invitation. Elle allait enfin avoir l'occasion de mieux connaître Alexandre en dehors du contexte professionnel et de rencontrer cette sœur dont il avait parlé avec tant d'émotion. Elle se demanda à quoi ressemblait la vie d'Alexandre en dehors de son rôle de PDG impitoyable et de sauveur providentiel. Avait-il des hobbies, des passions? Était-il marié? Elle réalisa qu'elle ne savait presque rien de lui, alors que lui connaissait tant de choses sur sa propre vie. Le dimanche arriva. Sophie mit Emma dans sa plus jolie robe, celle qu'elle avait achetée pour son anniversaire l'année précédente et qui lui allait encore juste. Elle-même enfila une robe simple mais élégante qu'elle avait trouvée dans la même friperie que ses vêtements de travail. L'adresse qu'Alexandre avait envoyée était dans le 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus prestigieux de Paris. Lorsqu'elles arrivèrent devant l'immeuble, Sophie déglutit difficilement. C'était un hôtel particulier magnifique du 19e siècle, avec une façade en pierre sculptée et de grandes fenêtres ornées de ferronneries élaborées. Un portier en uniforme les accueillit et les dirigea vers un ascenseur privé qui montait directement à l'appartement d'Alexandre, qui occupait apparemment les 2 derniers étages de l'immeuble. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Sophie se retrouva dans un hall d'entrée somptueux avec des plafonds de 4 mètres de haut, un lustre en cristal et des œuvres d'art qui avaient probablement plus de valeur que tout ce qu'elle gagnerait dans sa vie. Emma poussa un petit « wow » émerveillé, et Sophie ne put qu'acquiescer silencieusement. C'était un autre monde, un univers de luxe et de privilèges qu'elle n'avait vu que dans les magazines. Pourtant, malgré leurs différences de classe sociale flagrantes, quelle suite d'événements allait rapprocher Sophie et Alexandre? Et comment la rencontre avec Céline allait-elle changer la perception de Sophie sur son mystérieux bienfaiteur? Alexandre les accueillit personnellement à la porte, vêtu d'un jean et d'un pull en cachemire bleu marine qui le faisait paraître plus détendu et accessible que dans ses costumes d'affaires habituels. « Sophie, Emma, bienvenue », dit-il chaleureusement. « Entrez, je vous en prie. » Il les guida à travers un couloir orné de tableaux impressionnistes vers un grand salon où une femme était assise sur un canapé crème, 2 enfants jouant à ses pieds. La femme se leva à leur arrivée et Sophie vit immédiatement la ressemblance avec Alexandre. Elle avait les mêmes yeux verts perçants, les mêmes pommettes hautes,
mais son visage portait les traces d'une souffrance que son frère semblait avoir été épargné. Des ridules profondes encadrèrent sa bouche, et ses yeux, bien que gentils, avaient une qualité vigilante et légèrement anxieuse. « Céline, je te présente Sophie et sa fille Emma, » dit Alexandre. « Sophie, voici ma sœur Céline, et ses enfants Julien et Manon. » Céline s'avança et serra la main de Sophie avec chaleur. « Alexandre m'a raconté votre histoire. Je suis si heureuse de vous rencontrer. Et vous devez être Emma, » dit-elle, en s'accroupissant au niveau de la petite fille. « Julien et Manon ont très hâte de jouer avec toi. Ils ont préparé une tour de Lego dans la salle de jeu. Tu veux aller voir ?» Emma regarda sa mère pour avoir l'approbation et Sophie hocha la tête. Emma suivit timidement les deux autres enfants, un garçon d'environ 8 ans et une fille de 6 ans vers une autre pièce. Une fois les enfants partis, Céline se tourna vers Sophie, son expression devenant plus sérieuse. « Alexandre m'a dit que vous avez été expulsé la veille de Noël. Je sais exactement ce que c'est. Il y a 3 ans, j'étais dans une situation similaire. » Sophie et Céline s'assirent ensemble sur le canapé, tandis qu'Alexandre disparaissait dans la cuisine pour préparer des apéritifs. Céline commença à raconter son histoire. « J'étais mariée à un homme que je pensais aimer, Thomas. Nous nous étions rencontrés à l'université, et pendant les premières années, tout semblait parfait. Il était charmant, attentionné, ambitieux. Puis Julien est né, et quelque chose a changé en lui. Il est devenu contrôlant, jaloux, puis violent. D'abord verbalement, puis physiquement. J'ai supporté pendant des années, pensant que je pouvais le changer, que c'était de ma faute, tous les mensonges que les victimes de violences conjugales se racontent à elles-mêmes. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. « Quand Manon est née, les choses ont empiré. Thomas a perdu son emploi et a commencé à boire. Les coups sont devenus plus fréquents, plus violents. Un soir, il m'a frappé si fort devant Julien que j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, Julien pleurait à côté de moi, terrifié. C'est ce moment qui m'a fait réaliser que je devais partir, non seulement pour moi, mais pour mes enfants. Je ne pouvais pas les laisser grandir en pensant que c'était normal. » Sophie écoutait, horrifiée et fascinée à la fois. Elle avait eu ses propres difficultés, mais elle ne pouvait imaginer la terreur de vivre avec un homme violent. « Comment vous êtes-vous échappé ?» demanda-t-elle doucement. Céline prit une profonde inspiration. « J'ai attendu qu'il parte au travail. J'ai pris les enfants et quelques affaires et je suis parti. Je n'avais pas d'argent, pas de plan. J'étais tellement coupé du monde extérieur que je n'avais même plus de vrais amis à qui demander de l'aide. J'étais trop fière et trop honteuse pour appeler Alexandre. Je pensais pouvoir me débrouiller seule. »« Mais vous ne pouviez pas, » dit Sophie, comprenant soudainement l'histoire qu'Alexandre lui avait racontée ce soir-là près du canal. « Non, je ne pouvais pas. J'ai essayé de trouver un refuge, mais ils étaient tous pleins. J'ai dormi 2 nuits dans ma voiture avec les enfants. Il faisait si froid, et Julien a commencé à tousser. J'ai finalement appelé Alexandre en pleurs, désespéré. Il est venu immédiatement, m'a emmené à l'hôpital avec Julien qui avait effectivement une pneumonie, et nous a installés dans un appartement sûr. Il m'a trouvé un avocat pour le divorce, un thérapeute pour m'aider à traiter le trauma, et un emploi dans son entreprise quand j'ai été prête à travailler à nouveau. » Les yeux de Céline se remplirent de larmes. « Mon frère m'a sauvé la vie. Littéralement. Et depuis, il ne peut pas s'empêcher d'essayer de sauver toutes les femmes en difficulté qu'il rencontre. C'est sa façon de gérer la culpabilité de ne pas avoir su ce que je traversais plus tôt. » Sophie commença à comprendre Alexandre d'une manière nouvelle. Son geste envers elle n'était pas juste de la gentillesse abstraite ou de la charité. C'était profondément personnel, enraciné dans son expérience avec sa sœur et sa propre culpabilité de ne pas avoir été là pour elle. « Il se sent toujours coupable, » dit Céline en essuyant ses yeux. « Je lui ai dit 1000 fois que ce n'était pas sa faute, que j'avais caché la vérité à tout le monde, même à notre mère, avant qu'elle ne décède. Mais il porte toujours ce poids. C'est pour ça qu'il s'est arrêté ce soir-là pour vous aider. Il a vu une chance de racheter ce qu'il perçoit comme son échec envers moi. » Alexandre revint à ce moment avec un plateau de verre et une bouteille de vin. « J'espère que ma sœur ne vous raconte pas trop d'histoires embarrassantes sur moi, » dit-il avec un sourire forcé. Il avait clairement entendu au moins une partie de leur conversation. Sophie le regarda avec une nouvelle compréhension et une nouvelle affection. « Elle me racontait simplement ce que vous avez fait pour elle. Vous êtes un bon frère, Alexandre. » Il détourna le regard, mal à l'aise avec les compliments. « Je n'ai fait que ce que tout frère aurait dû faire, mais assez parlé de moi. Céline, pourquoi ne pas montrer à Sophie les photos de la nouvelle maison que tu as achetée ?
Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère chaleureuse et confortable. Céline et Sophie découvrirent qu'elles avaient beaucoup en commun, malgré leurs parcours différents. Les deux étaient des mères célibataires qui avaient lutté pour protéger leurs enfants, qui avaient connu la peur et l'incertitude, et qui maintenant reconstruisaient lentement leur vie. Elles échangèrent leurs numéros de téléphone et promirent de rester en contact. Le dîner fut délicieux, préparé par un chef privé qu'Alexandre avait engagé pour l'occasion. Il y avait un filet de bœuf en croûte, des légumes rôtis, une salade fraîche et pour dessert, un sublime entremets au chocolat qui fit pousser des exclamations de ravissement aux enfants. Pendant le repas, Sophie observa Alexandre interagir avec sa sœur et les enfants. Il était différent ici, plus détendu, plus humain. Il riait aux plaisanteries de Julien, écoutait patiemment Manon lui raconter une histoire interminable sur une poupée et surveillait discrètement Céline avec une tendresse protectrice. Sophie se surprit à le trouver attirant, non pas physiquement bien que ce soit indéniable, mais dans sa manière d'être, dans sa gentillesse discrète et son attention aux autres. Après le dîner, pendant que Céline mettait les enfants devant un film d'animation dans la salle de cinéma privée d'Alexandre, ce qui arracha un rire incrédule à Sophie, car bien sûr il avait une salle de cinéma privée, Alexandre invita Sophie à voir sa terrasse. Ils sortirent dans l'air frais de la nuit parisienne. La terrasse était immense, aménagée comme un jardin suspendu avec des plantes, des arbres en pot et des lumières douces qui créaient une ambiance féerique. La vue sur Paris était à couper le souffle, la tour Eiffel scintillant au loin. « C'est magnifique », murmura Sophie, s'approchant de la balustrade pour mieux admirer le panorama. « C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cet appartement », dit Alexandre en se tenant à côté d'elle. « J'aime venir ici le soir pour réfléchir. La vue me rappelle à quel point Paris est grand, à quel point mes problèmes sont petits en comparaison. » Sophie le regarda. « Pour quelqu'un qui dirige un empire financier et qui vit dans un appartement qui vaut probablement plus que le PIB de certains pays, vous semblez remarquablement humble. » Alexandre rit. « Je n'ai pas toujours été riche, Sophie. Mon père était professeur d'université, ma mère infirmière. Nous vivions confortablement mais modestement. C'est moi qui ai construit cette fortune, à partir de rien, en prenant des risques calculés et en travaillant 80 heures par semaine pendant des années. Je n'ai pas oublié d'où je viens, et j'essaie de ne pas oublier que la richesse ne définit pas la valeur d'une personne. C'est une belle philosophie, dit Sophie. J'aimerais que plus de gens riches pensent comme vous. » Alexandre se tourna vers elle, son expression devenant plus sérieuse. « Sophie, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce que j'ai fait pour vous, offrir l'appartement et faciliter l'entretien d'embauche, ce n'était pas de la pitié. Vous avez mérité ce travail par vos propres compétences. Madame Dubois me dit que vous êtes l'une des meilleures recrues qu'elle ait eues depuis longtemps. Et l'appartement, vous êtes libre d'y rester aussi longtemps que vous en avez besoin. Ce n'est pas une faveur temporaire qui pèse sur votre conscience. C'est simplement un être humain qui aide un autre être humain parce qu'il le peut. » Sophie sentit les larmes monter. « Vous ne savez pas ce que vos mots signifient pour moi. J'ai passé tellement de temps à me sentir comme un échec, comme une mauvaise mère qui ne pouvait pas protéger sa fille. Votre aide m'a donné une seconde chance, une opportunité de me prouver que je peux être plus que mes circonstances. Vous avez toujours été plus que vos circonstances, Sophie, dit Alexandre doucement. Les circonstances sont juste des événements externes. Qui vous êtes vraiment, votre force, votre résilience, votre amour pour Emma, cela n'a jamais changé même dans les moments les plus sombres. » Ils se regardèrent pendant un long moment et Sophie sentit quelque chose passer entre eux, une connexion qu'elle n'avait pas anticipée. Ce n'était pas de la romance, pas exactement, mais quelque chose de plus profond. Une compréhension mutuelle, un respect, peut-être le début d'une amitié authentique qui transcendait leurs différences de classe et de situation. Le moment fut interrompu par Céline qui sortit sur la terrasse. « Les enfants réclament leur maman », dit-elle en souriant. « Julien a décidé que Emma est sa nouvelle meilleure amie et insiste pour qu'elle revienne jouer bientôt. » Sophie rit. « Je suis sûre qu'Emma serait ravie. Elle n'a pas beaucoup d'amis encore. » Sophie et Emma rentrèrent à leur appartement tard ce soir-là. Emma s'endormit dans le taxi, épuisée mais heureuse. Alors que Sophie la mettait au lit, Emma murmura dans son sommeil « C'était une belle soirée, maman. » Sophie embrassa son front. « Oui, ma chérie, c'était une très belle soirée. » Dans les semaines qui suivirent, Sophie et Céline devinrent de véritables amies. Elles se retrouvaient pour déjeuner, emmenèrent les enfants au parc ensemble, se confiaient l'une à l'autre leurs peurs et leurs espoirs.
Céline aidait Sophie à naviguer dans les complexités de la reconstruction d'une vie après un traumatisme, partageant les leçons qu'elle avait apprises dans sa propre thérapie. Sophie, de son côté, offrait à Céline une oreille sans jugement et une perspective fraîche sur ses propres défis. Leur amitié était un cadeau inattendu, une lumière supplémentaire dans la nouvelle vie que Sophie construisait. Au travail, Sophie continuait à exceller. Elle avait développé un système efficace pour gérer l'accueil, anticipant les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, résolvant les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Les clients réguliers la connaissaient maintenant par son nom et demandaient spécifiquement à la voir. Madame Dubois lui avait même donné une petite augmentation après seulement 2 mois, reconnaissant sa contribution exceptionnelle. Ses interactions avec Alexandre au bureau restaient professionnelles mais cordiales. Ils se croisaient occasionnellement dans l'ascenseur ou le hall, échangeaient quelques mots polis, mais ne franchissaient jamais les frontières appropriées entre patron et employé. Sophie appréciait cette distance. Elle ne voulait pas que leurs collègues jasent, ou pensent qu'elle recevait un traitement spécial. Un jour de mars, environ 3 mois après avoir commencé son emploi, Sophie était à son bureau quand un homme élégant mais quelque peu agressif entra dans le hall. Il se dirigea droit vers elle, son expression furieuse. « Je veux voir Alexandre Moreau immédiatement », aboya-t-il sans préambule. Sophie maintint son calme professionnel. « Bonjour, monsieur. Avez-vous un rendez-vous ? Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Je suis Jacques Fontaine, son associé. Ou du moins j'étais son associé jusqu'à ce qu'il me poignarde dans le dos en me retirant de l'affaire Delacroix. » Sophie connaissait le nom. Jacques Fontaine avait été l'un des premiers investisseurs d'Alexandre. Mais selon les rumeurs du bureau, leur relation s'était détériorée récemment en raison de désaccords éthiques sur certains investissements. « Je comprends votre frustration, monsieur Fontaine, mais monsieur Moreau est en réunion toute la matinée. Je peux vous proposer un rendez-vous cet après-midi à 15 h si vous le souhaitez. »« Je ne vais pas attendre !» cria Fontaine, ses joues devenant rouges. « Vous allez le faire descendre maintenant, ou je monte moi-même dans son bureau. » Sophie sentit les autres employés dans le hall se figer et regarder la scène. Elle devait désamorcer la situation rapidement et professionnellement. « Monsieur Fontaine, » dit-elle d'une voix calme mais ferme, « je comprends que vous êtes contrarié, mais crier ne résoudra pas votre problème. Si vous acceptez de vous asseoir dans notre salle d'attente, je vais contacter monsieur Moreau pour lui expliquer la situation et voir s'il peut vous recevoir. Mais si vous continuez à perturber notre bureau, je devrais appeler la sécurité. Je préférerais ne pas avoir à le faire. » Fontaine la fixa, semblant évaluer si elle parlait sérieusement. Quelque chose dans l'expression calme mais déterminée de Sophie dut le convaincre. Il recula légèrement. « Très bien. Vous avez 5 minutes pour le faire descendre. Sinon, je crée un scandale que votre entreprise n'oubliera pas. » Sophie lui indiqua la salle d'attente, puis elle appela le bureau d'Alexandre. Sa secrétaire personnelle, Nathalie, répondit. Sophie expliqua rapidement la situation. « Laissez-moi vérifier avec lui, » dit Nathalie. Quelques secondes plus tard, la voix d'Alexandre résonna dans le téléphone. « Sophie, j'arrive. Dites à Jacques de patienter 2 minutes. » « Entendu, monsieur Moreau. » Sophie retourna vers la salle d'attente. « Monsieur Moreau arrive dans quelques instants. Puis-je vous offrir un café en attendant ?» Fontaine grogna mais accepta le café. 2 minutes plus tard, exactement comme promis, Alexandre sortit de l'ascenseur. Son expression était neutre, mais Sophie pouvait voir une tension dans ses épaules. « Jacques, » dit-il en s'approchant, « montons dans mon bureau pour discuter de cela calmement. »« Nous n'avons rien à discuter, Alexandre. Tu m'as trahi et je veux savoir pourquoi. Alors monte et je t'expliquerai, mais pas ici, devant tout le monde. » Les 2 hommes se dirigèrent vers l'ascenseur. Juste avant d'entrer, Alexandre se retourna brièvement vers Sophie et lui fit un léger signe de tête approbateur. Elle avait bien géré la situation, et il le reconnaissait. Le reste de la journée fut calme. Fontaine et Alexandre restèrent dans le bureau pendant plus de 2 heures. Quand Fontaine ressortit finalement, il semblait moins furieux, mais toujours mécontent. Il passa devant le bureau de Sophie sans un mot et quitta le bâtiment. Plus tard dans l'après-midi, Sophie reçut un appel interne d'Alexandre. « Sophie, pourriez-vous monter à mon bureau un moment, s'il vous plaît ?» C'était inhabituel. En 3 mois, elle n'était allée dans son bureau que 2 fois, et toujours pour des raisons administratives spécifiques. « Bien sûr, monsieur Moreau, j'arrive tout de suite. » Elle prit l'ascenseur jusqu'au 7e étage, son cœur battant légèrement plus vite, sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Nathalie lui fit signe d'entrer directement. Le bureau d'Alexandre était aussi impressionnant qu'elle l'avait imaginé. Immense,
avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur Paris, des meubles de designer et des œuvres d'art contemporains au mur. Alexandre était debout près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Il se retourna quand elle entra. « Merci d'être montée, Sophie. Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'assit dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. Alexandre s'assit sur le bord de son bureau, une posture plus décontractée qu'elle ne s'y attendait. « Je voulais vous remercier pour la façon dont vous avez géré Jacques ce matin. La situation aurait pu dégénérer et devenir très embarrassante pour l'entreprise. Vous avez fait preuve de calme, de professionnalisme et d'autorité. C'était impressionnant. » Sophie sentit ses joues rougir légèrement. « Merci, Monsieur Moreau. Je faisais simplement mon travail. » « Non, vous avez fait plus que votre travail. Beaucoup de gens dans votre position auraient paniqué ou auraient immédiatement appelé la sécurité, ce qui aurait escaladé la situation. Vous avez gardé votre sang-froid et avez trouvé une solution diplomatique. C'est une qualité rare et précieuse. » Il se leva et alla s'asseoir derrière son bureau. « Sophie, j'ai une proposition à vous faire. Mon assistante personnelle, Nathalie, prend sa retraite dans 3 mois. Elle travaille avec moi depuis 15 ans et mérite de profiter de sa vie après m'avoir supporté si longtemps, » dit-il avec un sourire ironique. « Je cherche quelqu'un pour la remplacer. Le poste exige beaucoup de compétences, beaucoup de discrétion et la capacité de gérer des situations stressantes avec grâce. Je pense que vous seriez parfaite pour ce rôle. » Sophie le fixa, bouche bée. « Vous voulez que je devienne votre assistante personnelle ? » ?»« Oui. Le salaire serait considérablement plus élevé, évidemment. Les horaires seraient parfois plus longs, mais toujours flexibles pour vous permettre de vous occuper d'Emma. Vous travailleriez directement avec moi sur mes projets les plus importants et les plus confidentiels. Nathalie passerait les 3 prochains mois à vous former avant son départ. Qu'en pensez-vous ? » Sophie essayait de traiter l'information. C'était une opportunité incroyable, un bond énorme dans sa carrière. Mais elle hésitait également. Travailler si étroitement avec Alexandre changerait inévitablement leur dynamique. « Je suis extrêmement flattée et reconnaissante de votre confiance, » dit-elle lentement. « Mais je dois vous poser une question directe. Est-ce que cette offre est basée purement sur mes compétences professionnelles, ou est-ce une extension de l'aide que vous m'avez déjà apportée ?» Alexandre la regarda intensément. « C'est une question juste, et je vous respecte de la poser. La réponse est que cette offre est basée à 99% sur vos compétences. Le 1% restant, c'est que je vous connais déjà un peu et que je sais que vous êtes quelqu'un de fiable et d'honnête. Mais Sophie, je ne vous offrirai pas ce poste si je ne pensais pas que vous pourriez l'assumer. Nathalie sera impliquée dans la décision finale. Si après 1 mois de formation, elle pense que ce n'est pas le bon fit, nous chercherons ailleurs. » « Est-ce acceptable ?» Sophie hocha la tête lentement. « Oui, c'est acceptable. Dans ce cas, j'accepte avec plaisir. Merci, Alexandre. » Il sourit largement. « Excellent. Nathalie va vous contacter dès demain pour commencer le processus de transition. Félicitations, Sophie. Je pense que nous allons faire une excellente équipe. » Quand Sophie quitta le bureau, elle se sentait à la fois exaltée et terrifiée. C'était une opportunité fantastique, mais aussi une énorme responsabilité. Elle devrait prouver qu'elle méritait ce poste, que la confiance qu'Alexandre plaçait en elle était justifiée. Les semaines suivantes furent intenses. Sophie passait ses matinées à l'accueil comme d'habitude, puis ses après-midi avec Nathalie, apprenant les innombrables tâches et responsabilités qui accompagnaient le rôle d'assistante personnelle du PDG. Elle apprit à gérer son agenda complexe, à prioriser les demandes multiples et souvent conflictuelles, à communiquer avec des clients et des partenaires de haut niveau, à rédiger des correspondances officielles et à maintenir une discrétion absolue sur les informations confidentielles. Nathalie était une professeure patiente mais exigeante. Elle ne laissait rien passer, corrigeant chaque petite erreur, expliquant le raisonnement derrière chaque décision. « Alexandre peut sembler décontracté, » disait-elle, « mais il est incroyablement exigeant avec lui-même et avec ceux qui travaillent directement avec lui. Il attend l'excellence, pas la perfection, car personne n'est parfait, mais l'excellence. Cela signifie donner le meilleur de vous-même à chaque instant. » Sophie absorbait tout comme une éponge. Elle prenait des notes détaillées, posait des questions, restait parfois tard pour réviser ses documents de formation. Emma se plaignait parfois de ne pas voir sa maman autant qu'avant, mais Sophie lui promettait que c'était temporaire, juste le temps de maîtriser son nouveau rôle. Céline l'aidait en gardant Emma certains soirs, et les 2 enfants adoraient ces moments ensemble. Un soir, environ 6 semaines après avoir commencé la formation, Sophie travaillait tard au bureau avec Nathalie.
Elle finalisait un dossier complexe pour une fusion que l'entreprise négociait. Alexandre passa devant la salle de réunion où elle travaillait et s'arrêta. « Vous êtes encore là, toutes les deux ? Il est presque 21 heures. » Nathalie leva les yeux. « Nous finissons juste le dossier marchand pour la réunion de demain. » Sophie voulait s'assurer de tout comprendre parfaitement avant la présentation. Alexandre regarda Sophie. « Vous avez quelqu'un pour s'occuper d'Emma ce soir ?»« Oui, Céline la garde. Mais je devrais partir bientôt pour ne pas abuser de sa gentillesse. Dans ce cas, je vous raccompagne. Ma voiture est en bas. » Sophie voulut protester qu'elle pouvait prendre le métro, mais Nathalie lui lança un regard qui disait clairement de ne pas refuser. « Merci, c'est très aimable. » Ils prirent l'ascenseur ensemble dans un silence confortable. Patrick, le chauffeur qui l'avait conduite le soir de Noël, les attendait devant l'immeuble. Il reconnut Sophie immédiatement. « Bonsoir, Madame Lavigne, content de vous revoir. Où puis-je vous déposer ?» Sophie donna l'adresse de Céline dans le 15e arrondissement. Dans la voiture, Alexandre travaillait sur son ordinateur portable, répondant à des emails, tandis que Sophie regardait par la fenêtre. Finalement, sans lever les yeux de son écran, Alexandre dit « Nathalie me dit que vous progressez remarquablement bien. Elle pense que vous serez prête à prendre le relais complet d'ici la fin du mois. » Sophie sourit. « J'espère qu'elle a raison. J'essaie de tout apprendre. Mais il y a tellement d'informations à assimiler. » Mais la vraie épreuve de feu attendait Sophie, une épreuve qui testerait non seulement ses compétences professionnelles, mais aussi la profondeur réelle de sa relation avec Alexandre et tout ce qu'ils avaient construit ensemble depuis cette nuit fatidique de Noël. La voiture s'arrêta devant l'immeuble de Céline. Sophie remercia Alexandre et Patrick, puis monta récupérer Emma. Céline ouvrit la porte, un sourire chaleureux sur le visage. « Entre, Sophie. Emma s'est endormie sur le canapé il y a une demi-heure. Julien aussi. Ils ont joué comme des fous toute la soirée. » Sophie entra et trouva effectivement les deux enfants blottis l'un contre l'autre sur le canapé, profondément endormis. La scène était adorable. « Je suis vraiment désolée d'abuser autant de ta gentillesse ces derniers temps, » dit Sophie en portant délicatement Emma dans ses bras. « Ne dis pas de bêtises, » répondit Céline. « Tu sais que j'adore avoir Emma ici, et Julien est beaucoup plus heureux depuis qu'il a une amie comme elle. Ça lui fait du bien d'avoir quelqu'un de son âge avec qui jouer. » Sophie remarqua que Céline semblait un peu tendue, ses épaules crispées d'une manière inhabituelle. « Toi, ça va ? Tu as l'air stressée. » Céline hésita, puis soupira. Thomas essaye d'obtenir un droit de visite. Son avocat a déposé une requête auprès du tribunal. Après 3 ans sans aucun contact avec les enfants, maintenant il veut soudainement jouer au père aimant. Sophie sentit la colère monter en elle pour son ami. « Il peut vraiment faire ça ? Après tout ce qu'il t'a fait ? » Apparemment oui. Il prétend avoir changé, avoir suivi une thérapie pour gérer sa colère, être sobre maintenant. Le tribunal doit examiner sa demande. Alexandre a engagé les meilleurs avocats pour me défendre. Mais il y a toujours un risque. Les tribunaux favorisent souvent le contact parental, même dans des cas comme le mien. « Qu'en pensent Julien et Manon ?» demanda Sophie doucement. Céline sembla sur le point de pleurer. Manon était trop jeune pour vraiment se souvenir de son père, alors elle est neutre. Mais Julien a des cauchemars depuis qu'il a appris que Thomas pourrait revenir dans leur vie. Il se souvient de la violence, de la peur. Il ne veut pas le voir. Sophie posa sa main libre sur l'épaule de Céline. « Écoute, je ne connais pas grand-chose au système juridique, mais je sais que tu es une mère incroyable et que ces enfants sont épanouis et en sécurité avec toi. N'importe quel juge qui vous rencontrera verra ça. Et avec Alexandre et moi à tes côtés, nous nous battrons pour protéger ces enfants de toute personne qui pourrait leur faire du mal. » Céline sourit à travers ses larmes. « Comment ai-je eu autant de chance de t'avoir dans ma vie, Sophie ? » « Je pourrais te poser la même question, » répondit Sophie sincèrement. Elle rentra chez elle ce soir-là avec Emma toujours endormie dans ses bras, son esprit tourbillonnant de préoccupation pour Céline. Elle comprenait maintenant encore mieux pourquoi Alexandre était si protecteur envers sa sœur. Le trauma qu'elle avait vécu n'était pas quelque chose qu'on surmontait simplement. C'était quelque chose qu'on apprenait à vivre avec, et la menace du retour de l'agresseur pouvait rouvrir toutes ces vieilles blessures. Le mois suivant passa dans un tourbillon d'activités. Sophie assumait maintenant pleinement son rôle d'assistante personnelle d'Alexandre, Nathalie étant partie officiellement en retraite après un pot d'adieu émotionnel au bureau. Sophie découvrait rapidement que le travail était encore plus exigeant qu'elle ne l'avait anticipé. Alexandre était constamment en mouvement, jonglant avec plusieurs projets complexes simultanément, voyageant fréquemment pour des réunions internationales, négociant des accords valant des millions d'euros.
Sophie devait anticiper ses besoins, organiser sa vie professionnelle avec une précision militaire et gérer les innombrables demandes qui affluaient constamment de clients, partenaires et membres de l'équipe. Mais elle adorait le défi. Chaque jour était différent, stimulant intellectuellement d'une manière que son travail d'accueil ne l'avait jamais été. Elle apprenait constamment de nouvelles choses sur les affaires, la finance, la négociation. Alexandre était un excellent mentor, patient mais direct, la corrigeant quand elle faisait des erreurs mais toujours avec respect et en expliquant le raisonnement derrière ses décisions. Leur relation professionnelle était devenue fluide et efficace. Ils communiquaient souvent avec peu de mots, Sophie anticipant ce dont il avait besoin avant même qu'il ne le demande. Mais ils maintenaient également une distance appropriée. Au bureau, c'était strictement professionnel. En dehors, leurs seules interactions étaient les dîners occasionnels avec Céline et les enfants. Puis vint le jour de l'audience pour la demande de droit de visite de Thomas. Alexandre avait pris sa journée pour accompagner Céline au tribunal, et Sophie avait demandé à venir aussi pour soutenir son amie. Le tribunal de grande instance était un bâtiment imposant et froid qui semblait conçu pour intimider. Céline était pâle et tremblante, serrée entre son frère et Sophie sur un banc en bois dur dans la salle d'audience. Julien et Manon avaient été laissés avec une baby-sitter, Céline ne voulant pas les exposer à cette situation stressante. Quand Thomas entra dans la salle accompagné de son avocat, Sophie sentit Céline se raidir à côté d'elle. C'était la première fois qu'elle voyait l'homme qui avait terrorisé son ami. Il était d'apparence ordinaire, taille moyenne, cheveux châtains, costume gris bien coupé. Rien dans son apparence ne suggérait la violence dont il était capable. C'était troublant de réaliser à quel point les monstres pouvaient ressembler à des gens normaux. L'audience commença. L'avocat de Thomas présenta son cas, décrivant comment son client avait transformé sa vie, comment il avait suivi une thérapie intensive, rejoint les alcooliques anonymes, trouvé un emploi stable dans une entreprise de construction. Il présenta des lettres de recommandation de son thérapeute, de son parrain AA, de son employeur. Il plaida que les enfants avaient le droit de connaître leur père, que Thomas avait payé sa dette envers la société et méritait une seconde chance. Puis ce fut au tour de l'avocat de Céline. Maître Rousseau était une femme redoutable dans la cinquantaine, avec une réputation d'excellence dans les cas de violence conjugale. Elle présenta méticuleusement l'historique des violences documentées, les rapports médicaux des blessures de Céline, le témoignage de Julien qui avait été témoin des agressions. Elle expliqua comment Thomas n'avait jamais été vraiment puni pour ses actes, qu'il avait simplement accepté une injonction d'éloignement et un suivi psychologique obligatoire dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Elle argumenta que 3 ans sans aucun contact avec ses enfants, pas même une carte d'anniversaire ou un appel téléphonique, démontraient un désintérêt fondamental pour leur bien-être. « Votre honneur, dit Maître Rousseau, mon client ne s'oppose pas à l'idée que les enfants puissent un jour connaître leur père biologique, mais ce n'est pas le bon moment. Julien, qui a maintenant 8 ans, fait encore des cauchemars liés au trauma qu'il a vécu en témoin de la violence de son père envers sa mère. Forcer ce contact maintenant serait préjudiciable à son bien-être psychologique. Nous demandons que la requête soit rejetée jusqu'à ce que Julien soit assez âgé pour décider par lui-même s'il veut voir son père. » Le juge, une femme âgée aux cheveux gris et au regard perçant, écouta attentivement les deux parties, puis elle demanda à voir les rapports du thérapeute de Julien. Il y eut un long silence pendant qu'elle lisait le document. Finalement, elle leva les yeux. « J'ai examiné tous les éléments présentés aujourd'hui. Monsieur Moreau, pardon, monsieur Lavallée. » Elle se corrigea en utilisant le nom de famille de Thomas. « Je reconnais que vous semblez avoir fait des efforts sincères pour améliorer votre vie. Cependant, les intérêts des enfants doivent primer sur vos désirs de contact. Le rapport du thérapeute de Julien est clair. L'enfant n'est pas psychologiquement prêt pour revoir son père. Forcer ce contact pourrait causer plus de dommages. Par conséquent, je rejette votre demande de droit de visite à ce stade. Vous pourrez représenter une nouvelle demande dans 2 ans, moment auquel la situation sera réévaluée en fonction du bien-être psychologique des enfants. Cette audience est levée. » Le marteau tomba. Céline s'effondra en larmes de soulagement contre Sophie. Alexandre passa son bras autour des épaules de sa sœur. « C'est fini, Céline. Tu es en sécurité. Les enfants sont en sécurité. » Thomas se leva brusquement. Sa chaise racla bruyamment contre le sol. Son visage était rouge de colère et pendant un instant, Sophie vit le monstre derrière le masque. Il fixa Céline avec une haine pure. « Tu vas le regretter, Céline. Tu ne peux pas me garder éloignée de mes enfants pour toujours.
Je reviendrai et la prochaine fois tu ne gagneras pas. » Alexandre se leva, plaçant son corps protectivement entre Thomas et sa sœur. « C'est une menace, monsieur Lavallée? Parce que si c'est le cas, je serais ravi d'ajouter un dossier de harcèlement à votre déjà impressionnant casier judiciaire. » L'avocat de Thomas le tira par le bras. « Venez, nous partons. » Ils sortirent de la salle d'audience, mais pas avant que Thomas ne jette un dernier regard venimeux vers Céline. Dehors, sur les marches du tribunal, Céline semblait à la fois soulagée et épuisée. « Je pensais que j'allais vomir pendant toute l'audience, » admit-elle. Voir son visage à nouveau après 3 ans, toutes les vieilles peurs sont revenues d'un coup. « Mais tu as tenu bon, » dit Sophie fermement. « Tu l'as affronté et tu as gagné. Tu es tellement plus forte que tu ne le penses. » Alexandre appela son chauffeur. « Je vais vous ramener toutes les deux à la maison. Céline, tu devrais rester chez moi ce soir. Je ne veux pas que tu sois seule après ça. »« Et Julien et Manon ?» demanda Céline. « J'ai demandé à la baby-sitter de les amener chez moi. Ils nous attendent déjà. Emma est avec eux. J'espère que ça ne te dérange pas, Sophie. J'ai pris la liberté de demander à Madame Laurent de la récupérer à l'école et de l'amener aussi. » Sophie secoua la tête, touchée par l'attention d'Alexandre, au détail même dans une situation stressante. « Bien sûr que non, merci d'avoir pensé à tout. » Ils passèrent la soirée ensemble dans l'appartement d'Alexandre. Les enfants, inconscients du drame qui s'était déroulé au tribunal, jouaient joyeusement dans la salle de jeu. Les adultes dînèrent d'un repas simple que Sophie avait préparé avec ce qu'elle trouva dans la cuisine immense d'Alexandre, des pâtes, avec une sauce tomate fraîche et une salade. Céline était silencieuse, clairement encore secouée par l'audience. Finalement, après que les enfants furent couchés, elle parla. « Je pensais que ce serait libérateur de gagner aujourd'hui, mais je me sens juste vide et effrayé. Tu as vu comment il m'a regardé. Il me hait, et la menace qu'il a faite. » Alexandre prit la main de sa sœur. « Écoute-moi bien, Céline. Thomas est un lâche qui se cache derrière des mots durs mais qui n'a aucun pouvoir réel sur toi maintenant. Tu as une injonction d'éloignement. S'il t'approche, il va en prison. Et j'ai déjà parlé avec notre service de sécurité. Quelqu'un surveillera ton immeuble discrètement pendant les prochaines semaines, juste par précaution. Tu n'es plus seul et vulnérable comme il y a 3 ans. Tu as moi, tu as Sophie, tu as les ressources pour te protéger toi et les enfants. » Sophie ajouta. « Et si tu veux, je peux rester avec toi ce soir. Nous pouvons avoir une vraie soirée entre filles, regarder des films stupides, manger de la glace et oublier que des hommes comme Thomas existent. » Céline sourit faiblement. « Ça me plairait beaucoup, en fait. » Elles restèrent éveillées jusqu'à tard dans la nuit, regardant des comédies romantiques ridicules et partageant un pot de glace Ben & Jerry's qu'Alexandre avait mystérieusement dans son congélateur. Alexandre s'était retiré dans son bureau pour travailler, leur donnant l'espace pour cette connexion féminine dont Céline avait besoin. Vers 2 heures du matin, alors que Céline s'était finalement endormie sur le canapé, Sophie alla dans la cuisine pour se faire un thé. Elle trouva Alexandre debout près de la grande fenêtre, regardant Paris illuminé en contrebas, un verre de whisky à la main. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre se retourna. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à ce qui s'est passé aujourd'hui, la façon dont Thomas l'a regardé, la menace qu'il a faite. Je me sens tellement impuissant. Je peux engager les meilleurs avocats, mettre en place une sécurité, mais je ne peux pas effacer le trauma qu'elle a vécu. Je ne peux pas lui rendre les années que ce monstre lui a volées. » Sophie s'approcha et se tint à côté de lui, regardant également la vue nocturne. « Non, tu ne peux pas faire ça, personne ne le peut. Mais tu sais ce que tu peux faire? Tu peux être là, comme tu l'as été aujourd'hui. Tu peux lui offrir un refuge sûr, comme tu l'as fait pour moi. Tu peux l'aimer inconditionnellement et lui rappeler qu'elle mérite d'être heureuse, malgré tout ce qu'elle a traversé. C'est énorme, Alexandre. Ne sous-estime jamais l'importance de ta présence dans sa vie. » Alexandre la regarda, ses yeux verts intenses, dans la lumière tamisée. « Comment es-tu devenu si sage en si peu de temps ?» Sophie rit doucement. « Je ne suis pas sage. Je suis juste quelqu'un qui a aussi traversé des moments sombres et qui a appris que parfois, la simple présence de personnes qui se soucient de vous est la chose la plus puissante au monde. Tu m'as donné ça, Alexandre. Ce soir-là, près du canal, tu as été présent pour une parfaite inconnue. Ça a changé ma vie entière. » Il y eut un moment de silence chargé d'émotions entre eux. Alexandre tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux du visage de Sophie, son toucher doux et hésitant. « Sophie, je dois être honnête avec toi sur quelque chose. » Le cœur de Sophie battait plus vite. « Quoi donc? Quand je t'ai rencontré ce soir-là, j'ai agi par réflexe,
par cette compulsion de sauver que Céline m'a donnée, mais au fil des mois, en te connaissant, en te voyant transformer ta vie avec tant de détermination et de grâce, mes sentiments ont évolué. Je te respecte énormément, Sophie. Je t'admire. Et si je suis complètement honnête, je ressens quelque chose de plus que de l'admiration. Sophie sentit son souffle se couper. Elle avait senti cette tension grandir entre eux, mais elle avait supposé que c'était son imagination, le produit de sa gratitude mal placée. Mais maintenant, il le disait ouvertement. « Alexandre, commença-t-elle, mais il l'interrompit doucement. « Laisse-moi finir. Je sais que notre situation est compliquée. Je suis ton patron. Je t'ai aidé quand tu étais vulnérable. Et il y a un déséquilibre de pouvoir indéniable entre nous. C'est pourquoi je n'ai jamais agi sur ces sentiments et ne le ferai jamais à moins que tu ne me dises clairement que tu ressens la même chose et que tu es sûr, absolument sûr, que ce n'est pas juste de la gratitude mal dirigée. » Sophie prit une profonde inspiration. Elle devait être honnête, avec lui et avec elle-même. « Je ne vais pas te mentir et dire que je n'ai pas pensé à toi de cette façon. Comment pourrais-je ne pas le faire? Tu es incroyable, généreux, intelligent et franchement très attirant. Mais tu as raison, c'est compliqué. Je ne sais pas distinguer ce qui est de l'attirance réelle de ce qui est de la gratitude. Et même si c'était de l'attirance réelle, nous travaillons ensemble. Si ça ne marchait pas, je pourrais perdre mon emploi, ma stabilité, tout ce que j'ai construit ces derniers mois. Je ne peux pas prendre ce risque, pas avec Emma qui dépend de moi. » Alexandre hocha la tête, semblant à la fois déçu et soulagé d'avoir une réponse claire. « Je comprends complètement, et je respecte ta décision. Je veux que tu saches que rien ne change au travail. Tu as mon respect professionnel indépendamment de tout cela, et ton emploi n'est jamais en jeu quels que soient tes sentiments ou ton manque de sentiments pour moi. D'accord ? » « D'accord, » dit Sophie doucement. « Et Alexandre, merci d'être honnête avec moi. Ça signifie beaucoup. » Ils restèrent debout côte à côte encore un moment, dans un silence qui n'était pas vraiment inconfortable, mais chargé de possibilités non réalisées. Finalement, Sophie dit « bonne nuit » et retourna au salon où Céline dormait toujours. Elle s'installa dans un autre fauteuil, tirant une couverture sur elle, mais le sommeil fut long à venir. Son esprit tourbillonnait avec tout ce qui venait de se passer. Est-ce que Sophie pouvait se permettre d'explorer ses sentiments pour Alexandre? Et si elle le faisait, comment cela affecterait-il non seulement leur relation professionnelle, mais aussi son amitié avec Céline et sa stabilité durement gagnée? Ou devait-elle simplement accepter qu'Alexandre resterait toujours l'homme qui l'avait sauvé, mais jamais rien de plus? Les semaines qui suivirent furent légèrement tendues entre Sophie et Alexandre au bureau. Ils maintenaient leur professionnalisme habituel, mais il y avait maintenant une conscience mutuelle de ce qui avait été dit, de ses sentiments avoués mais non explorés. Sophie se surprenait parfois à le regarder pendant les réunions, notant la façon dont ses mains bougeaient quand il expliquait un concept, la petite ride qui se formait entre ses sourcils quand il était concentré. Puis, elle se rappelait à l'ordre, forçant son attention à revenir sur son travail. Céline, heureusement, semblait aller mieux après l'audience. Savoir qu'elle avait au moins 2 ans de répit, avant de devoir affronter Thomas à nouveau, lui permettait de respirer plus librement. Julien avait cessé de faire des cauchemars, et la famille retrouvait lentement une normalité. Un samedi après-midi de fin avril, Sophie et Emma marchaient dans le jardin du Luxembourg, profitant du premier vrai jour de printemps. Les arbres bourgeonnaient, les tulipes explosaient de couleurs vives dans les parterres, et Paris brillait sous un soleil généreux. Emma jouait près du grand bassin, faisant naviguer un petit bateau en bois que Sophie lui avait acheté. Sophie s'était assise sur une chaise verte, observant sa fille avec un sourire. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point leur vie avait changé en 4 mois. De sans-abri à la veille de Noël, à cette vie stable et même confortable. C'était presque surréaliste. « Maman, regarde, mon bateau est le plus rapide !» cria Emma avec excitation. Sophie rit. « Oui, ma chérie, il est très rapide. » Sophie, une voix masculine qu'elle ne reconnaissait pas. Elle se retourna pour voir un homme d'environ 35 ans, vêtu d'un jean et d'un pull, avec des cheveux blonds et des yeux bleus amicaux. « Oui » répondit-elle prudemment. « Je m'appelle Lucas. Je vous ai vu ici plusieurs fois avec votre fille. Elle est adorable. J'espère que ce n'est pas trop audacieux, mais j'aimerais vous inviter à prendre un café un de ces jours. » Sophie fut surprise. Cela faisait si longtemps qu'un homme l'avait approchée de cette manière qu'elle ne savait pas vraiment comment réagir. « C'est très gentil de votre part, dit-elle lentement. Mais je ne suis pas vraiment disponible en ce moment. »
Lucas sourit. J'ai compris. Vous avez quelqu'un. Désolé de vous avoir dérangé. Non, ce n'est pas exactement. Sophie s'arrêta. Pourquoi se sentait-elle obligée de lui expliquer? Elle n'avait aucune obligation envers cet inconnu. C'est juste que ma vie est compliquée en ce moment. Mais merci pour l'invitation. D'accord. Eh bien, si jamais les choses se simplifient, je suis souvent ici le samedi après-midi avec mon Golden Retriever Max. Au plaisir de vous revoir peut-être. Il s'éloigna avec un sourire amical et Sophie resta là, perplexe. Pourquoi avait-elle décliné si rapidement? Lucas semblait gentil, normal. N'était-ce pas exactement le genre d'homme qu'elle devrait considérer plutôt que de rester fixée sur une situation impossible avec Alexandre? Mais même en pensant cela, elle savait que ce n'était pas juste. Lucas ne méritait pas d'être un second choix, un moyen de se distraire de sentiments plus compliqués. Le lundi matin au bureau, Sophie trouva une grande enveloppe sur son bureau avec son nom écrit élégamment à la main. Elle l'ouvrit prudemment pour trouver une invitation sur un épais papier crème. Groupe Moreau Investissement vous invite à son gala annuel de charité le samedi 10 mai à 20h au pavillon Gabriel. Tenue de soirée requise. Il y avait une note manuscrite jointe d'Alexandre. Sophie, en tant qu'assistante personnelle, votre présence à cet événement est importante pour représenter l'entreprise et m'assister avec les invités et la coordination. J'espère que vous pourrez venir. Si vous avez besoin d'aide pour la tenue de soirée, l'entreprise peut couvrir ses frais. Faites-moi savoir. Ah, Sophie fixa l'invitation. Un gala de charité au pavillon Gabriel, l'un des lieux les plus prestigieux de Paris. Elle n'était jamais allée à un événement aussi formel de sa vie. L'idée l'excitait et la terrifiait à parts égales. Elle alla au bureau d'Alexandre, frappant doucement à la porte. « Entrez !» Il était au téléphone, mais lui fit signe de s'asseoir. Il termina rapidement sa conversation, puis lui donna toute son attention. « Tu as reçu l'invitation ?» demanda-t-il. « Oui, c'est un événement de travail, donc je suppose que je dois venir ?»« Techniquement, oui, mais si tu n'es pas à l'aise, nous pouvons trouver quelqu'un d'autre pour m'assister. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. » Sophie secoua la tête. « Non, je veux venir. C'est juste que je n'ai jamais été à ce genre d'événement. Je ne suis pas sûr de ce qu'on attend de moi. » Alexandre se pencha en arrière dans sa chaise, ses doigts formant un triangle devant sa bouche, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme son mode de réflexion. « Ton rôle sera principalement de m'aider à gérer les conversations avec les invités importants, de t'assurer que tout se passe bien avec les organisateurs, de gérer les petites crises qui pourraient survenir. Essentiellement, ce que tu fais déjà au quotidien mais dans un contexte plus glamour. »« D'accord, je peux faire ça, » dit Sophie avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. « Mais concernant la tenue, je n'ai rien qui conviendrait à un événement comme celui-là. C'est pour ça que j'ai mentionné que l'entreprise peut couvrir les frais. Nathalie prenait toujours un budget pour s'habiller pour les événements de l'entreprise. C'est une dépense professionnelle légitime. Je peux te mettre en contact avec une styliste qui travaille avec plusieurs de nos exécutives si tu veux. » Sophie hésita. Accepter de l'argent pour des vêtements semblait franchir une ligne, même si c'était techniquement une dépense professionnelle. Mais d'un autre côté, elle ne pouvait vraiment pas se permettre d'acheter une robe de soirée digne de ce nom avec son propre salaire tout en payant toutes ses autres dépenses. « D'accord, » dit-elle finalement. « Merci, j'apprécierai le contact de la styliste. » Le jour suivant, Sophie se retrouva dans une boutique exclusive du 8e arrondissement avec Madame Beaumont, une styliste élégante d'une 60aine d'années qui avait un œil expert pour les vêtements. « Alors, ma chère, » dit Madame Beaumont, en faisant le tour de Sophie, l'évaluant comme un sculpteur évaluerait un bloc de marbre. « Alexandre m'a dit que vous aviez besoin d'une tenue pour le gala. C'est un événement très important, vous savez. Tout le gratin de Paris sera là. Nous devons vous trouver quelque chose qui soit à la fois élégant, professionnel et mémorable. » Elle commença à sortir des robes de différents rayons. Sophie essaya une dizaine de robes, chacune plus belle que la précédente. Finalement, elles trouvèrent la robe parfaite. C'était une robe longue en soie bleu nuit, simple mais sophistiquée, avec un décolleté élégant mais pas provoquant, et une coupe qui flattait la silhouette de Sophie sans être trop ajustée. Avec des talons argentés et des boucles d'oreilles discrètes, que Madame Beaumont insista pour ajouter, Sophie se regardait dans le miroir et ne se reconnaissait presque pas. Elle ressemblait à quelqu'un qui appartenait à ce monde de luxe et d'élégance, même si à l'intérieur elle se sentait toujours comme la femme qui avait dormi sur un banc public 4 mois plus tôt. « Vous êtes magnifique, ma chère, » dit Madame Beaumont avec satisfaction.
Alexandre va être impressionné. Sophie rougit légèrement. C'est un événement professionnel. Je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit, juste à avoir l'air approprié. Madame Beaumont lui lança un regard entendu qui suggérait qu'elle ne croyait pas un mot de ce que Sophie venait de dire, mais elle ne dit rien. Le soir du gala arriva rapidement. Sophie avait laissé Emma avec Céline pour la nuit. Elle s'était préparée soigneusement, se coiffant en un chignon élégant avec quelques mèches, encadrant délicatement son visage, appliquant un maquillage subtil mais sophistiqué qu'elle avait appris à faire grâce à des tutoriels YouTube. Quand elle sortit de son appartement et appela un taxi, elle se sentait comme Cendrillon allant au bal. Le pavillon Gabriel était spectaculaire, illuminé par des milliers de lumières scintillantes. Des voitures de luxe déposaient des invités élégants devant l'entrée. Sophie paya son taxi et monta les marches, montrant son invitation au personnel de sécurité à l'entrée. À l'intérieur, c'était encore plus impressionnant. Des lustres en cristal pendaient de plafonds ornés, des arrangements floraux massifs décoraient chaque coin, et un orchestre jouait de la musique classique sur une petite estrade. Des serveurs en uniforme impeccable circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés délicats. Sophie prit une profonde inspiration, se rappelant qu'elle était là pour travailler, pas pour être impressionnée comme une touriste. Elle repéra Alexandre près du bar, entouré d'un groupe d'hommes en smoking. Il la vit au même moment et son expression changea imperceptiblement. Il s'excusa auprès du groupe et vint vers elle. « Sophie, dit-il en s'approchant, tu es absolument magnifique. » Elle sentit ses joues chauffer. « Merci, tu es très élégant toi-même. » C'était un euphémisme. Dans son smoking parfaitement coupé, avec ses cheveux légèrement coiffés en arrière, Alexandre était d'une beauté presque intimidante. « Je suis content que tu sois là, » dit-il doucement. « J'ai besoin de te présenter à quelques personnes importantes ce soir. Es-tu prête ?»« Prête, » confirma Sophie, se glissant dans son rôle professionnel. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de présentations, de conversations polies et de navigation sociale. Sophie découvrit qu'elle était étonnamment douée pour ce genre d'événement. Son expérience dans le service client l'avait préparée à gérer différents types de personnalités, et elle savait instinctivement quand parler et quand simplement écouter. Elle rencontra des PDG de grandes entreprises, des politiciens influents, des célébrités discrètes et des philanthropes fortunés. Alexandre la présentait toujours comme « mon assistante indispensable, Sophie Lavigne », ce qui lui donnait une légitimité immédiate dans ses cercles élitistes. Vers 22 heures, après le dîner formel et les discours de charité, l'orchestre commença à jouer de la musique de danse. Les couples commencèrent à se diriger vers la piste de danse. Alexandre se tourna vers Sophie. « On devrait danser. Plusieurs clients importants nous regardent, et ça aurait l'air étrange si nous restions simplement debout ici. » C'était une excuse professionnelle, mais quelque chose dans ses yeux suggérait autre chose. Sophie hésita seulement une seconde avant de hocher la tête. Alexandre la guida vers la piste de danse et plaça sa main sur sa taille, tenant son autre main dans la sienne. Ils commencèrent à se déplacer au rythme d'une valse lente. Sophie était surprise de constater qu'elle se souvenait des bases de la danse de salon que sa mère lui avait enseignées quand elle était adolescente. « Tu danses bien », observa Alexandre. « Ma mère insistait pour que je prenne des cours quand j'étais jeune », répondit Sophie. « Je pensais que c'était ridicule à l'époque, mais je suppose que ça se révèle utile maintenant. » Ils dansèrent en silence pendant quelques instants, conscients de la proximité de leur corps, du regard des autres sur eux. Finalement, Alexandre parla à voix basse, assez doucement pour que seule Sophie puisse entendre. « Je sais que nous avons convenu de garder les choses professionnelles, et je respecte complètement ça. Mais je dois dire, Sophie, ce soir, dansant avec toi, je me rends compte à quel point il est difficile de maintenir cette distance. » Sophie sentit son cœur battre plus vite. « Alexandre, je ne dis pas ça pour te mettre mal à l'aise, » continua-t-il rapidement. « Je voulais juste que tu saches que mes sentiments n'ont pas changé. Si jamais un jour tu te sens prête à explorer ce qu'il pourrait y avoir entre nous, je serai là. Mais si ce jour ne vient jamais, je l'accepterai aussi. Ta présence dans ma vie, sous quelque forme que ce soit, est précieuse pour moi. » Avant que Sophie ne puisse répondre, la chanson se termina. Alexandre lâcha sa main et recula d'un pas respectueux. « Merci pour cette danse. Je vais aller parler avec Monsieur Dubois. Tu peux prendre une pause si tu veux. » Et il s'éloigna, la laissant debout sur la piste de danse, son cœur battant la chamade et son esprit en désordre. Sophie se dirigea vers la terrasse pour prendre l'air. La nuit parisienne était douce,
l'air parfumé par les jardins environnants. Elle s'appuya contre la balustrade, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. « Problème de cœur » Une voix féminine derrière elle. Sophie se retourna pour trouver une femme élégante d'environ 45 ans, vêtue d'une robe rouge sophistiquée, tenant un verre de champagne. « Excusez-moi, » dit Sophie. La femme sourit. « Je vous ai vu danser avec Alexandre. Et j'ai vu votre expression après. Je suis Isabelle Moreau, la tante d'Alexandre. Et vous devez être Sophie, la jeune femme dont il parle constamment. » Sophie fut surprise. « Il parle de moi ?»« Oh oui, » dit Isabelle en riant. Lors du dernier déjeuner familial, il n'a pas arrêté de mentionner combien son assistante était compétente, intelligente, débrouillarde. Céline m'a raconté comment vous vous êtes rencontrés. C'est une belle histoire, vous savez. Sophie ne savait pas vraiment quoi dire. Alexandre a été incroyablement généreux avec moi. Je lui serai toujours reconnaissante. Isabelle la regarda avec intensité. Écoutez, Sophie, je ne suis pas du genre à me mêler des affaires des autres, mais je vais faire une exception. Alexandre est mon neveu préféré, et je l'ai vu traverser beaucoup de choses dans sa vie. Il a construit cet empire commercial, mais dans le processus, il a sacrifié sa vie personnelle. Il a eu quelques relations au fil des années, mais rien de sérieux. Il est tellement concentré sur la protection et le secours des autres qu'il oublie parfois de prendre soin de lui-même. Mais depuis qu'il vous a rencontré, je vois quelque chose de différent en lui, une lumière dans ses yeux qui n'était pas là avant. Et ce soir, en vous regardant danser ensemble, j'ai vu deux personnes qui se soucient clairement l'une de l'autre, mais qui se retiennent. La vie est courte, Sophie. Parfois, il faut prendre des risques pour le bonheur, même quand c'est effrayant. Elle tapota gentiment le bras de Sophie et retourna à l'intérieur, laissant Sophie encore plus confuse qu'avant. Le reste de la soirée passa, et finalement, vers 1h du matin, l'événement commença à se terminer. Les invités commencèrent à partir et Sophie aida à coordonner les derniers détails avec les organisateurs. Quand tout fut terminé, Alexandre la trouva dans le hall d'entrée. « Prête à rentrer ? Je peux te déposer. »« Tu n'as pas bu ?» demanda Sophie, sachant qu'elle l'avait vu avec plusieurs verres de vin pendant le dîner. « Quelques gorgées pour les toasts, mais j'ai passé la majeure partie de la soirée à boire de l'eau. J'ai appris il y a longtemps à ne jamais me laisser aller complètement lors des événements professionnels. Trop de risques de dire ou faire quelque chose de stupide. » Ils marchèrent vers la voiture garée à proximité. Alexandre ouvrit la portière passager pour Sophie, puis fit le tour et s'installa au volant. La route vers le 11e arrondissement était tranquille à cette heure tardée, les rues de Paris presque désertes. Ils roulaient en silence, mais ce n'était pas un silence inconfortable. Finalement, Sophie parla. « Je suis tombé sur ta tante Isabelle ce soir. » Alexandre sourit. « Ah oui? Elle t'a raconté des histoires embarrassantes sur moi, enfant, j'espère. »« Pas exactement. Elle m'a parlé de toi, de comment tu es. Elle t'aime beaucoup. Le sentiment est mutuel. » Isabelle a été une figure maternelle pour Céline et moi après que notre mère est décédée. Elle nous a aidés à traverser cette période difficile. Sophie prit une profonde inspiration. « Alexandre, je dois te dire quelque chose. Depuis que tu as été honnête avec moi sur tes sentiments, j'ai beaucoup réfléchi. Et la vérité, c'est que j'ai peur. J'ai peur de tout ruiner, mon travail, ma stabilité, mon amitié avec Céline. Mais j'ai aussi peur de passer à côté de quelque chose de potentiellement merveilleux, simplement parce que j'ai trop peur de prendre le risque. » Alexandre garda ses yeux sur la route, mais Sophie vit ses mains se resserrer légèrement sur le volant. « Qu'est-ce que tu dis, Sophie ? » ?»« Je dis que je veux essayer, mais lentement, prudemment. Je ne peux pas me précipiter dans une relation avec toi et risquer de tout perdre si ça ne marche pas. J'ai Emma à penser. Mais je veux voir où cela pourrait nous mener, si tu es prêt à être patient avec moi. » Alexandre arrêta la voiture sur le côté de la rue. Ils étaient encore à quelques blocs de l'appartement de Sophie. Il se tourna vers elle, ses yeux verts intenses dans l'éclairage tamisé des lampadaires. « Sophie, je serai aussi patient qu'il le faudra. Nous irons à ton rythme selon tes conditions. Je veux juste une chance de te montrer que ce que je ressens est réel et profond, pas juste de la sympathie mal placée pour quelqu'un que j'ai aidé. » Comment cette nouvelle évolution de leur relation allait-elle changer la dynamique entre Sophie, Alexandre, Céline et toutes les personnes qui dépendèrent de la stabilité qu'ils avaient construite? Et quels défis les attendaient alors qu'ils naviguaient dans le territoire incertain d'une romance naissante, construite sur des fondations aussi complexes? Sophie sentit les larmes monter dans ses yeux, mais c'étaient des larmes de soulagement, et peut-être même de joie. « D'accord, alors essayons. Mais vraiment doucement, d'accord? Pas de grands gestes romantiques au bureau.
Pas de changement dans notre dynamique professionnelle. En dehors du travail, nous pouvons explorer ce qu'il y a entre nous, mais au bureau, nous restons patrons et employés. Alexandre hocha la tête solennellement. Absolument. Je ne ferai jamais rien qui pourrait compromettre ton travail ou te mettre mal à l'aise. Au bureau, rien ne change. Il tendit la main et prit celle de Sophie, entrelaçant leurs doigts. C'était un geste simple, presque innocent, mais il envoya une onde de chaleur à travers tout le corps de Sophie. Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment, juste en se tenant la main dans la voiture garée, savourant ce premier pas vers quelque chose de nouveau. Finalement, Alexandre redémarra la voiture et la conduisit jusqu'à son immeuble. Devant la porte, il se tourna vers elle. « Puis-je t'emmener dîner ce week-end? Juste nous deux, pas de Céline et les enfants, pas de contexte professionnel, un vrai rendez-vous. » Sophie sourit. « J'aimerais beaucoup. Mais Emma, emmène Emma, » dit Alexandre immédiatement. « Je veux apprendre à la connaître mieux aussi. Elle fait partie de toi, de ta vie. Si nous allons explorer cette relation, je veux qu'Emma se sente incluse et à l'aise avec moi. » Le cœur de Sophie fondit un peu plus. C'était exactement la bonne chose à dire. « D'accord. Dimanche après-midi. Quelque chose de décontracté où Emma se sentira à l'aise. Parfait. Je connais un endroit. » Il se pencha et embrassa doucement sa joue, un baiser chaste et respectueux qui promettait plus mais ne pressait rien. « Bonne nuit, Sophie. Tu étais magnifique ce soir. »« Bonne nuit, Alexandre. » Sophie monta dans son appartement, son cœur léger d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle vérifia son téléphone et trouva un message de Céline. « Emma dort profondément. Prends ton temps pour rentrer demain. J'espère que le gala s'est bien passé. Bisous. » Sophie sourit. Elle devrait parler à Céline de cette nouvelle évolution avec Alexandre, mais pas ce soir. Ce soir, elle voulait juste savourer ce sentiment d'espoir et de possibilité. Le dimanche arriva, et Sophie était nerveuse comme une adolescente avant son premier rendez-vous. Elle habilla Emma dans une jolie robe d'été jaune et attacha ses cheveux en 2 couettes. « Où on va, maman ?» demanda Emma avec excitation. « On va déjeuner avec Alexandre, l'homme qui nous a prêté cet appartement. Tu te souviens de lui? L'ami de tante Céline? Oui, exactement, il veut apprendre à mieux te connaître. » Emma sembla satisfaite de cette explication. Alexandre vint les chercher à midi précis, conduisant une voiture différente de sa voiture habituelle de fonction, quelque chose de plus modeste et familial. « Bonjour Emma, » dit-il en se penchant au niveau de la petite fille. « Je suis Alexandre. J'ai entendu dire que tu aimais beaucoup les animaux. J'ai pensé qu'on pourrait aller au jardin d'acclimatation aujourd'hui. Il y a une petite ferme avec des animaux, des manèges et un bon restaurant où on peut déjeuner. Ça te plairait ?» Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Oh oui, maman, on peut ?» Sophie rit. « Bien sûr, ma chérie. » L'après-midi fut magique. Alexandre était naturel avec Emma, ni condescendant ni mal à l'aise comme certains adultes sans enfants pouvaient l'être. Il la laissa le guider vers les attractions qui l'intéressaient, rit quand elle exigea de monter 3 fois de suite sur le petit train et patiemment répondit à ses questions interminables sur les animaux de la ferme. Sophie les observait interagir, son cœur se gonflant de tendresse. Voir Alexandre avec Emma, si attentif et gentil, confirmait qu'elle prenait la bonne décision en lui donnant une chance. Après le déjeuner, pendant qu'Emma jouait dans l'aire de jeu à proximité, toujours dans leur ligne de vue, Sophie et Alexandre s'assirent sur un banc. « Tu es incroyable avec elle, » dit Sophie. « Tu as de l'expérience avec les enfants ?»« Avec Julien et Manon, oui. Et je dois avouer que j'ai toujours aimé les enfants. J'aurais aimé avoir les miens, mais ma vie était tellement absorbée par le travail que ça ne s'est jamais produit. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. » Il la regarda significativement et Sophie comprit l'implication. Il envisageait un futur avec elle, un futur qui pourrait inclure plus que juste eux deux. « Un pas à la fois, » dit-elle doucement, mais elle souriait. « Un pas à la fois, » acquiesça-t-il. Les semaines suivantes établirent un nouveau rythme. Au bureau, Alexandre et Sophie maintenaient leur professionnalisme strict. Personne n'aurait pu deviner qu'ils étaient maintenant dans une relation naissante. Mais en dehors du travail, ils passaient de plus en plus de temps ensemble. Des dîners tranquilles, des promenades dans Paris, des après-midi au parc avec Emma. Alexandre intégra naturellement leur vie, devenant une présence constante et réconfortante. Sophie finit par en parler à Céline lors d'un de leurs déjeuners habituels. Elle était nerveuse, ne sachant pas comment son amie réagirait. « Je suis amoureuse d'Alexandre », avoua-t-elle finalement. « Nous voyons ensemble depuis quelques semaines maintenant. » Céline la regarda pendant un long moment, puis un large sourire illumina son visage. « Enfin! J'espérais que vous finiriez ensemble depuis le début. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. »
Sophie fut soulagée. « Tu n'es pas bizarre à propos de ça? Je veux dire, il est ton frère et nous sommes amis. Sophie, mon frère mérite quelqu'un d'extraordinaire dans sa vie, quelqu'un qui comprend ce qu'il a vécu avec moi, qui apprécie sa générosité mais ne profite pas de lui. Tu es cette personne. Et pour être honnête, je ne l'ai jamais vu aussi heureux qu'il l'est depuis qu'il t'a rencontré. Si quelque chose me rendait bizarre, ce serait qu'il ait fallu si longtemps à vous deux pour réaliser ce qui était évident pour tout le monde. » Sophie rit, sentant un poids se lever de ses épaules. Avec la bénédiction de Céline, elle se sentait plus libre d'explorer pleinement cette relation. Les mois passèrent, et Sophie et Alexandre devinrent inséparables, en dehors du travail. Emma adorait Alexandre, l'appelant maintenant Alex, et insistant pour qu'il soit présent à chaque événement important de sa vie, de son spectacle de danse de fin d'année à son anniversaire en juin. Alexandre emménagea progressivement dans la vie de Sophie, laissant quelques affaires dans l'appartement, passant de plus en plus de nuits avec elle et Emma. C'était naturel, sans effort, comme si sa présence avait toujours été destinée à compléter leur petit cercle familial. Un soir de septembre, après avoir couché Emma, Alexandre et Sophie étaient assis sur le canapé, regardant la ville illuminée par la fenêtre. Alexandre semblait nerveux, ce qui était inhabituel pour lui. « Sophie, il y a quelque chose que je veux te demander. » Sophie se tourna vers lui, curieuse. « Quoi donc ?» Il prit une profonde inspiration. « Ces 9 derniers mois avec toi ont été les plus heureux de ma vie. Tu m'as donné quelque chose que je ne savais même pas me manquer. Une vraie famille. Un foyer qui ressemble à plus qu'un simple endroit où je dors. Tu et Emma, vous êtes devenus mon monde. » Il se leva soudainement et s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte veloutée de sa poche. Sophie sentit son cœur s'arrêter. « Sophie Lavigne, veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser être le partenaire que tu mérites, le père qu'Emma mérite? Je promets de vous aimer toutes les deux, de vous protéger, de vous soutenir dans tout ce que vous voudrez faire. Je promets d'être là pour les bons moments et les mauvais, pour les petites victoires et les grands défis. Je t'aime, Sophie, plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Sophie maintenant. Elle pensa à où elle était il y a seulement 9 mois, assise sur un banc glacé dans le noir, sans espoir, sans avenir. Et maintenant, cet homme incroyable, qui avait changé sa vie de tant de façons, était à genoux devant elle, lui offrant non seulement son amour, mais un engagement de toute une vie. « Oui, dit-elle à travers ses larmes, « oui, Alexandre, je veux t'épouser. » Il glissa la bague à son doigt, un solitaire élégant qui brillait à la lumière douce du salon. Puis il se leva et la prit dans ses bras, l'embrassant avec une passion qui contenait tous les sentiments refoulés des derniers mois. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux essoufflés et souriants, Sophie murmura « Nous devons le dire à Emma. »« Demain matin, » suggéra Alexandre. « Ce soir, c'est juste pour nous. » Ils passèrent le reste de la soirée à faire des plans, à rêver de leur avenir ensemble. Sophie réalisa qu'elle n'avait plus peur. Elle avait trouvé quelque chose qu'elle pensait perdu pour toujours, l'espoir, l'amour et la promesse d'un demain meilleur. Le lendemain matin, ils racontèrent ensemble à Emma. La petite fille de 5 ans maintenant écouta attentivement, puis demanda avec le sérieux d'un enfant « Ça veut dire qu'Alex va vivre avec nous tout le temps maintenant ?»« Oui, » dit Sophie, « et éventuellement nous déménagerons peut-être dans une plus grande maison où nous pourrons tous vivre ensemble. Qu'est-ce que tu en penses ?» Emma réfléchit un moment puis sourit largement. « Je pense que c'est bien. Alex fait les meilleures crêpes et il me lit les meilleures histoires avant de dormir. Et puis, tante Céline dit que toutes les familles ont besoin d'un papa, même si certains papas viennent plus tard que d'autres. » Sophie et Alexandre échangèrent un regard ému. Les enfants avaient une façon de simplifier les choses compliquées qui étaient à la fois rafraîchissantes et profondes. Le mariage eut lieu en juin de l'année suivante, exactement 18 mois après cette nuit fatidique de Noël, où leurs chemins s'étaient croisés. C'était une cérémonie intime dans un château à la campagne, avec seulement la famille proche et les amis les plus chers. Céline était la témoin de Sophie et Emma était leur demoiselle d'honneur, marchant fièrement dans l'allée avec un panier de pétales de roses. Quand Sophie marcha vers Alexandre, le voyant debout à l'autel dans son costume impeccable, les yeux brillants d'émotion, elle pensa à nouveau à cette nuit de décembre. Si quelqu'un lui avait dit alors que moins de 2 ans plus tard, elle épouserait l'homme qu'il avait trouvé sur ce banc, elle aurait pensé qu'ils étaient fous. Mais la vie avait une façon de vous surprendre, de transformer votre nuit la plus sombre en l'aube de quelque chose de magnifique. « Je te prends, Sophie Lavigne, pour être mon épouse, » dit Alexandre, sa voix ferme et claire.
Dans la joie et la tristesse, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te prends, Alexandre Moreau, pour être mon époux, répondit Sophie, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Tu as sauvé ma vie dans tous les sens possibles. Tu m'as donné l'espoir quand je n'en avais plus, l'amour quand je pensais ne jamais le trouver, et une famille quand je me sentais complètement seul. Je promets de passer le reste de ma vie à te montrer combien cela signifie pour moi. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance quand ils s'embrassèrent en tant que mari et femme. Même Alexandre, toujours si composé, avait des larmes coulant sur ses joues. La réception fut joyeuse et pleine de rire. Céline donna un toast touchant sur la rédemption et les secondes chances. Emma insista pour danser avec son nouveau papa sur une chanson Disney. Et quand Sophie et Alexandre partagèrent leur première danse en tant que mari et femme, ils se regardèrent dans les yeux et surent sans aucun doute qu'ils avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre contre toute attente. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient dans leur nouvelle maison, une belle propriété dans le 15e arrondissement qu'ils avaient achetée ensemble et décorée comme un vrai foyer pour leur famille, Alexandre porta Sophie à travers le seuil. Emma, fatiguée de la longue journée, s'était déjà endormie dans la voiture et avait été mise au lit dans sa nouvelle chambre spacieuse. Dans leur propre chambre, Sophie se tint devant la fenêtre, regardant Paris scintiller au loin. Alexandre la rejoignit, l'enveloppant dans ses bras depuis derrière. « À quoi tu penses ?» murmura-t-il contre ses cheveux. « Je pense à comment la vie est étrange, » dit Sophie doucement. « Comment le pire moment de ma vie, cette nuit où j'ai été expulsé et où j'ai pensé que c'était la fin de tout, était en réalité le début. Si cette nuit terrible n'était pas arrivée, je ne t'aurais jamais rencontré. Emma n'aurait pas le père aimant qu'elle a maintenant. Je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui. C'est presque comme si l'univers avait dû me briser complètement pour me permettre de me reconstruire en quelque chose de plus fort. » Alexandre la serra plus fort. « Tu étais déjà forte, Sophie. Tu as toujours été forte. J'ai juste eu le privilège d'être là pour témoigner de cette force et de marcher à tes côtés pendant que tu reconstruisais ta vie. Mais tu l'as fait toi-même. Ne l'oublie jamais. » Sophie se retourna dans ses bras et l'embrassa tendrement. « Nous l'avons fait ensemble. Toi, moi, Céline, Emma. Nous sommes une famille maintenant, construite non pas par le sang, mais par l'amour et la résilience. Et c'est la plus belle famille que j'aurais pu espérer. » Ils restèrent debout ensemble dans leur nouvelle chambre, dans leur nouvelle maison, contemplant leur nouvelle vie ensemble. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne, indifférente aux petits miracles qui s'étaient déroulés dans ses rues. Mais pour Sophie et Alexandre, ce miracle était tout. C'était la preuve que même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, l'espoir peut surgir des endroits les plus inattendus. Qu'un acte de gentillesse peut changer complètement le cours d'une vie. Et que parfois, être brisé est nécessaire pour découvrir à quel point on peut être fort en se reconstruisant. Sophie Lavigne, qui avait été une femme sans abri et désespérée sur un banc glacé la veille de Noël, était maintenant Sophie Moreau, une femme aimée, respectée et entière. Et elle n'oublierait jamais le chemin qui l'avait amenée ici, ni l'homme qui avait marché à ses côtés sur ce chemin. Alors voilà quelle histoire incroyable, n'est-ce pas? Sophie est passée du désespoir absolu le soir du réveillon de Noël, expulsée avec sa petite Emma sans aucun endroit où aller, à une vie complètement transformée, remplie d'amour, de stabilité et d'une belle famille. Cette rencontre providentielle avec Alexandre Moreau, un milliardaire tourmenté par la culpabilité de ne pas avoir pu aider sa propre sœur plus tôt, a changé non seulement la trajectoire de Sophie et Emma, mais aussi celle d'Alexandre lui-même, qui a finalement trouvé le vrai bonheur et une famille authentique. J'ai vraiment été touché par la façon dont Sophie a refusé de se considérer simplement comme une victime, recevant de la charité, mais a insisté pour mériter chaque opportunité par ses propres compétences et son travail acharné. Et la relation qui s'est développée progressivement entre elle et Alexandre, construite sur le respect mutuel, la confiance et une véritable connexion émotionnelle plutôt que simplement sur la gratitude, était magnifique à raconter. Qu'avez-vous pensé de cette transformation de Sophie? Avez-vous été ému par la façon dont Alexandre, hanté par son incapacité à aider sa sœur Céline à temps, a trouvé une sorte de rédemption en aidant Sophie? Et cette scène au tribunal où Céline a dû affronter son ex-mari violent Thomas, vous a-t-elle touché? Partagez vos réflexions sur cette histoire de seconde chance, de résilience, et de la façon dont un simple acte de bonté peut créer des ondulations qui changent des vies entières.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce parcours de Sophie, depuis cette nuit glaciale de décembre jusqu'à son mariage avec Alexandre? Dites-moi dans les commentaires.